Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie. Cannes, 3e jour. Quelle heure il est? 9h30 AM. Waouh, déjà? Non mais j'avance un peu. Salut Nico. Salut Nico, bonjour YouTube, bienvenue au salon, au Festival international du jeu de Cannes. Faisons une petite présentation des jeux proposés. Mais oui, Allez. volontiers. Allez, suivez-moi. Ah, pas grand monde, hein. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de créateurs, je trouve. Il était bon le tapis. Ouais Nico, t'as un morceau de patate sur la joue. Merci. On a déjà fait un premier petit tour, on a trouvé enfin un café malgré toute la foule. Et le truc, il est gigantesque. C'est monstrueux. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite zone de jeu de rôle et wargame, figurines? Regardez la taille du truc quand même. Oh bah tiens, les maîtres de l'univers. Ah bah, Moonstone, je voulais trop l'acheter. Ah, je vais regarder à quoi il ressemble. C'est pas le même niveau que moi sur la peinture. Hein. Ah ça, il y a quand même des jolies petites figouses. Regarde ça, toi qui aimes ça. Moi je viens de tomber amoureux, c'est bon, hein, je vous annonce. Je suis Regarde croisé sur une ça. femme sublime. C'est magnifique. On dirait mes filles. Ah bon? Le petit pentouilleur, c'est pas du tout le même niveau que les miennes. Hein. Oh là là. Franchement, je suis. Tiens, je vais prendre la carte. Ah, C'est vrai, ils sont pas mal peints aussi, je trouve. Hein. Tiens, t'as le Scarface 1920. Il a l'air sympa. Il avait l'air cool celui-là. Ah, il avait l'air cool, ouais. Ah, bah, bon. J'ai trouvé pour toi, Nico. Toulouk. Eh ben, Ah, il y a du Marvel Zombie. Ah, mais c'est des standees. Je suis déçu. ah ouais, c'est la version standees. Bah, il y a quelques figurines, mais il y a le Galactus. Ah ouais, il C'est est vrai là. qu'il était quand même assez Et il est bon, peint ce- celui-là. Il est quand même Ah, il est assez beau, bon. hein. Oh là là. Les objectifs, c'est quoi? Contrairement aux autres. Descendance, tu connais? J'en ai entendu Big parler. Box. Mais Big Box, c'est que c'est une réédition alors hein? oui, normalement, toutes des extensions, quoi. Normalement. Tiens, le meilleur jeu du monde. Et tout ça Voilà, trade. il est là. Il y est. Toi, c'est l'édition que tu voulais, la seconde. Pampero. J'adore le plateau. Franchement. Ah oui, il y a... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, mais il y a de quoi faire là. Ah bah, je me disais bien que ça me disait quelque chose. C'est par Yann O'Toole, celui qui fait Carnegie et les Lacerda. Ça, c'est Star Wars Death Building. Oh, Twilight Inscription. Je te le laisse celui-là. Vous le barrez et vous le cochez ici. À partir de maintenant et lors de tout. Ah, ça y est, je viens de voir Ibris. On va y aller. Bon, bah, je vais m'acheter toutes les extensions que j'ai pas d'Ibris. Celle-là, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas. Ah, mais il y en a beaucoup. Et celle-là, je l'ai pas. Oui, oui. Ça, je crois Ah que ouais, c'est juste puis c'est des grosses boîtes. Ça, je crois que c'est juste un jeu supplémentaire. Ah ouais. Là, il doit y en avoir un, et là-dedans, il y en a deux, je crois. Bonjour Damien. Bonjour. On te voit un peu occupé. Oui, pas mal, oui, effectivement. Alors, ça se passe comment ce festival? Bon, on va dire qu'en toute honnêteté, j'étais pas prêt. Et On va micro. dire qu'en toute honnêteté, j'étais pas prêt. Beaucoup de choses à. Beaucoup sollicité, beaucoup de gens sont très enthousiastes pour la sortie d'Ibris, très enthousiastes également avec l'annonce de Ibris 2. Oui, c'est ce qu'on se demandait. Alors, c'est la suite. Ouais. Donc, Excellent, c'est ce que je me demandais justement. Ibris 2 où on montre Ah, attends, déjà, c'est les des figurines, la muraille de Troie, parce que c'est la guerre de Troie en fait, Ouais. avec le système de jeu qui est un peu expliqué. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Et, Le 1 à peine Ah, sorti. ça a déjà le bien deux. démarré, quoi. Tu as Ouais, en fait, avancé là-dessus. c'est ça, c'est à peine sorti, mais nous, le développement, ça fait depuis 5 ans en fait qu'il est là. Donc, Parce que je rappelle, Ah, l'origine, donc tout c'est un jeu allait vidéo. assez vite après. ouais, alors à la base, c'est que c'était un projet de jeu vidéo qui n'était pas du tout dans cette. Enfin, c'était dans cet univers-là, mais pas la même histoire qui était racontée. Et donc, on a décidé de faire en jeu de plateau l'introduction de cet univers. Et l'introduction, vous l'avez maintenant. Et là, maintenant, on peut commencer à développer ce qu'on avait déjà en tête. Donc, Ah ouais. et là, maintenant, c'est la suite avec la guerre de Troie. Et ce qui va se passer, ça va être vachement excitant. Où cette fois, maintenant, les dieux sont dans leur Mark Suit, dans leur robot. Et ils sont prêts, en fait, à en découdre pour revivre les événements de la cité de Troie, de la guerre de Troie, sous notre prisme, en fait.
Et on peut s'attendre à une sortie quand? Il passera par Kickstarter ou Oui, oui, normalement c'est prévu pour être un Kickstarter qu'on va travailler directement avec Intrafin en fait, c'est un petit peu l'idée. Et on prévoit, si tout se passe bien, un Kickstarter pendant l'année, aux alentours, on va dire autour de l'été. Je ne sais pas si ça va être pendant, après ou avant, mais voilà, on a encore du développement à faire, surtout artistique pour expliquer, en fait, rendre sexy les choses, parce que les choses sont là, mais il faut aussi préparer pour que ce soit bien compréhensible et que les gens puissent comprendre l'offre, vous voyez. Donc voilà, là c'est super chouette. Et comment ça se situe par rapport au premier? Est-ce que c'est en complément? Est-ce que c'est le... C'est un standalone complet. Complet. En fait, ça se passe 150 ans après les événements de Cataclysme, qui est la dernière extension de Ibris. Voilà, qu'il va falloir que vous jouiez. Oui, mais c'est prévu. Et donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'Aegis sur Terre. Oui. Tous les primordiaux ont été tués. Zeus est devenu fou. Donc ça, c'était dans la dernière, la dernière scène que j'ai écrite dans la dernière news de la campagne à l'époque, où Zeus devait faire un choix. Il comprend que l'Aegis c'est dangereux, et avec la disparition de Chronos, qui a réussi à sceller Chaos dans un autre plan, c'était waouh, soit on arrête les conneries, soit je fais autre chose. Il a décidé de faire autre chose. Et donc du coup maintenant il a traqué tous les autres primordiaux, il les a tous tués, donc il n'en reste plus, et il va chercher l'œil de Nyx. Alors l'œil de Nyx, c'est ce qu'on voit ici en fait. On renvoie dans le premier épisode aussi, parce qu'on l'avait foreshadowé en fait dans la première boîte, qui est l'artefact, qui est le dernier artefact qui existe dans le monde d'Ibris, qui génère de l'Aegis. Et en fait il avait été utilisé pour quoi? Je vous le donne en mille, pour créer la muraille de Troie. Donc il est au centre de la ville de Troie. Et Zeus veut récupérer ça, donc maintenant il veut aller casser la cité pour récupérer. Donc ça promet quand même un gameplay assez différent. C'est radicalement différent. En fait, là, on est sur un jeu en équipe, ou pas en équipe, si on veut jouer tout seul, c'est pas un problème, enfin tout seul, voilà, 3 personnes ou 2 personnes. On va avoir les Achéens, donc eux, leur objectif, c'est d'aller récupérer l'œil de Nyx, soit militairement en pétant, en fait, avec ces unités, donc il y a un côté contrôle de territoire et guerre, voilà. Soit économiquement, en faisant chuter les cités qui donnent des ressources à la ville de Troie, parce qu'eux, ils doivent survivre 10 ans. S'ils survivent 10 ans, qui correspond aux 10 tours de jeu, c'est bon pour eux. Et puis à côté, on a les mystiques. Les mystiques, eux, avec la disparition de Chronos, avec l'Aegis, ils se posent des questions sur mais en fait, on est qui, on est quoi, on sert à quoi. Et eux, ils vont essayer de gagner par la voie de l'omniscience. Et l'omniscience, c'est la connaissance et la compilation du savoir des autres joueurs. Donc ils doivent négocier les autres joueurs. Les autres joueurs n'ont pas assez de force pour réussir leur quête. Ils sont obligés de négocier. Partie négociation entre joueurs, d'interaction. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes, Nico? Mais on sent que tu as travaillé ton univers là, tu as habité. C'est maîtrisé. Moi, ça fait 20 ans que je suis Ah oui. donc, on sent la passion, on sent la maîtrise. Ouais, c'est pour ça que le jeu est et on sent aussi bon, toutes les influences qu'il y a. Parce que là, ça me Bien sûr. rappelle aussi le jeu de Kojima avec les mechas. Il y a un Son peu de of ça, the non Ender. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça. On est multi-influencé de plein de choses. L'influence principale reste en Saint Seiya, bien évidemment, mais on s'est créé notre propre univers en fait de mythologie grecque. Là, il y a des inspirations, on ressent un peu de Gundam, un peu d'Escaflowné, un peu de ce genre de choses-là. Mais ouais, c'est ultra excitant d'avoir notre propre codification, notre propre façon de raconter notre univers. Moi, je suis content, c'est vous êtes réceptifs, quoi, en fait. Les gens, ça leur plaît. Et il a l'air de bien marcher. Passionné. Ouais, Mais l'univers parle en fait. Rien que l'illustration, la proposition, on se dit ah oui, il y a quelque chose. Après, il est magnifique, donc ça donne envie, quoi. Il y en a un peu trop parce que moi sur ma table déjà on a le jeu de base et les tartares. Je sais pas comment je vais faire pour mettre le reste, quoi. Parce que... déjà vous mettrez Cataclysme et puis voilà. Donc non mais c'est super excitant. Le jeu est très bon en tout cas. Moi je remercie tout le monde parce que ce projet, très clairement, pour être honnête, Kickstarter n'aurait pas fonctionné, le jeu n'existait pas. Ouais. Donc ça les gens, il faut vraiment qu'ils le comprennent, quoi. Ça a été ça qui a propulsé le projet. Ouais. Là, le fait qu'on puisse atteindre la boutique, c'est parce que les gens nous ont aidés à sortir ça. En espérant que le deuxième Kickstarter... c'est une telle ambition que c'est vrai que j'aurais eu du mal à le concevoir comme directement boutique. Comme ça, c'est impossible. C'était juste impossible. C'est même surprenant que même qu'il arrive en boutique. Il y en a qui restent en Kickstarter. C'est un premier jeu en plus, donc c'est plus difficile de mettre en boutique. Ça serait un gros nom derrière. Ensuite, ça arrive. Nous, on est des no-name. C'est le premier jeu tout court, de premier jeu de plateau d'Aurora Game Studio. Et le jeu, le premier là qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est super bien reçu, il y a vraiment... en fait, c'est quelque chose d'assez passionnel, c'est assez intéressant. Moi, ce que je voulais, c'était provoquer de l'émotion. Alors, au moins, ça a marché. C'est des gens qui n'aiment pas du tout certaines choses, d'autres qui adorent plein de choses,
d'autres qui aiment pas quelque chose mais qui aiment autre chose à côté. Et c'est cool, ça fait parler. On est tous différents, il y a tellement plein de jeux et plein de propositions. Il laisse pas indifférent. Il laisse pas indifférent. Et moi, je préfère ça plutôt que se manger un bro, c'est fade. Bon, bah, ok. Donc, Ou alors, oui, c'est pas mal, mais bon. ouais, mais c'est pas grave, dire, il y a tellement de propositions, on est tous différents par rapport Et à quelque plein de part, choses. il vaut mieux avoir des gens qui l'aiment beaucoup, d'autres qui l'aiment peut-être pas du Exactement. tout, plutôt Je que préfère tout le monde des aime un versions peu. franches. Voilà, puis surtout, c'est un jeu qui nous ressemble. Enfin, alors pour le coup, qui me ressemble aussi pas mal parce que je suis un joueur de tout. Donc on ressent des influences de tout là-dedans. C'est pas parce que j'aime tout, c'est juste parce que ça sert l'histoire. En fait, ce jeu a été développé par rapport à son histoire. Il n'y a pas eu les mécaniques. Je ne savais pas que je voulais faire un poste d'ouvrier. Quand j'étais au début sur ma table avec ma feuille, ce que je voulais faire, c'était raconter une histoire sur la mythologie grecque. Et en développant les choses, en développant les personnages, en développant l'univers et l'histoire, mes mécaniques ont commencé à émerger Ça naturellement. veut dire que les mécaniques servent le thème. Oui, c'est ce qu'on appelle le c'est pas une top-down. mécanique claquée sur un thème. Ouais, c'est ce qu'on appelle le top-down, c'est-à-dire ce qui a développé en fait les choses, c'est l'histoire. J'avais pas d'une mécanique où je me suis dit, ah, faut que j'essaie de trouver un thème qui va matcher. Donc le plaquage, tu vois. Là, l'idée, c'était vraiment, non, on va développer comme ça. Alors le problème de ça, c'est que ça coûte plus de sous. Mais au moins, on va jusqu'au bout de son idée. Ouais. Alors, tu es parti par l'univers, et ensuite, pour les mécaniques, tu as aussi des sources d'inspiration pour les jeux. Alors bien sûr, parce qu'on est tous transpercés d'influences à plein de moments de sa vie. Moi, j'ai eu un gros choc en jouant en Tricarion, Ouais. qui m'a vraiment transporté. J'adore des films comme Majesty, tout ça. C'était juste incroyable. Ou le Prestige, par exemple, aussi gros film. Et du coup, c'est des choses qui m'ont influencé. J'ai pas pensé, par exemple, à une pause d'ouvrier, mais l'aspect programmatique, je l'ai eu dans la tête pendant longtemps. Et à tous les coups, c'est l'influence d'avoir joué à Tricarion pendant longtemps, en amont de ça, qui a fait que j'ai gardé ce truc. Parce qu'en fait, la première version du jeu, c'était des cartes qui avaient en fait des noms de lieux suivant comment on les tournait. Okay. C'était pas du tout le truc. Et en fait, après, c'est transformé juste par l'ergonomie, par les choses, en jetons qui finalement ressemblent pas mal aux cartes lieux de Tricarion. On n'a jamais fait Tricarion. Donc il y a une espèce de hasard. Mais comme par exemple, il y a un côté Cthulhu Wars avec les grimoires, 6 grimoires sur les personnages, et là, les personnages ont 6 améliorations. Bon, après, il y a ce qu'on appelle des nombres magiques dans le développement de jeux, etc. Mais c'est rigolo parce que voilà, ça n'a jamais été pensé en disant ah si, j'ai piqué un peu de ça, non, c'est l'univers qui a amené les trucs et qui a donné une cohérence. Tu as mis ce qui t'habitait, ce qui te plaisait dans les jeux Oui, que tu puis il y avais a des trucs pratiqués. des fois qui sont sortis comme ça un peu de nulle part et c'est intéressant quoi. Oui, et puis au final, pour avoir un mix qui est assez original, on voit un peu quelques influences, mais le tout a vraiment sa personnalité. Ah oui, En ça... mécanique. Alors, le jeu est très intéressant, comme je dis, il a une forte possibilité. Et quand tu as construit le gameplay, tu l'as fait tout seul ou que ça Oui, t'est le venu gameplay tout seul. Ah ouais. Ouais, gameplay tout seul. Et après, on est monté jusqu'à 13 personnes pour l'illustration, etc. Donc voilà, Stéphano, notre directeur artistique, qui lui, il avait travaillé déjà avec moi en amont sur tout l'univers. Rodrigo aussi. Et puis voilà, ensemble de façon très horizontale. Et lui, David aussi, on a tous réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait mettre. Et puis après, on a engagé des personnes. Parce que là, vous avez un nombre d'illustrations uniques dans le jeu qui est juste insane. Et ça, c'était vraiment super intéressant, quoi. Donc voilà, on allait jusqu'au bout du truc. Et aujourd'hui, on peut être fier de dire voilà, on propose des expériences radicalement différentes, même quand on joue des dieux différents, ou même quand on met des extensions. Là, quand vous jouez avec Tartare, ça change complètement le. Oui, ça change tout. Ouais. J'ai vu ça, je me suis fait. Alors c'est vrai laminer, qu'on aimerait avoir peut-être quelques conseils. C'est vrai que Tartare, ça nous semblait un peu compliqué de jouer les prisonniers. Est-ce que c'était fait pour être peut-être développé pendant la seconde moitié de la partie ou ça dépend effectivement de son approche? C'est vraiment des possibilités. Et notamment, Tartare, elle est très intéressante parce que Tartare, c'est l'extension pour ceux qui vont aller dedans. Et en fait, il ne faut pas y aller à demi-mesure. Ouais. Il faut y aller à fond. J'ai failli le faire. Au départ, voilà, je me suis dit, je vais à fond dedans, puis je verrai ce qui se passe. Et après, je me dis, non, je ne vais pas m'en sortir. Et en fait, il faut aller à fond. Ah ouais. Et il faut prendre des risques, il faut jouer avec la corruption. Et c'est là où ça va vraiment ressortir les choses. Si on joue un peu timidement, c'est l'extension qui veut un peu ça, quoi. Alors la formule, parce que nous, c'est vrai qu'on a joué à 2. Est-ce que là, on voit que ça joue à 4? Alors oui, Tartare va avoir une courbe non linéaire. Plus on a de personnes, plus le potentiel de crasse est horrible. Oui. C'est une extension qui est plus intéressante à sortir à plus de joueurs. Parce C'est que ce qui du me coup, semblait, ouais. ça peut être une violence inouïe.
Mais c'est pas jouable avec tout le monde. C'est pour ça que je l'ai mis en extension ce module. C'est s'il y a des gens qui sont un peu plus cube en bois, ils vont juste pas supporter. Ah, tu as peut-être pensé à l'incorporer dans le jeu de base et après tu t'es dit peut-être le mettre. Ça convenait pas à tous les joueurs pour le. Oui, alors jeu ça de n'a pas base. été pensé comme ça parce que j'ai jamais fait du vidage de boîte. J'ai jamais pensé à tout et j'enlève. Non, déjà, d'ailleurs, quand vous ouvrez la boîte, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui loge. Oui. C'était vraiment Il pensé. y a un super thermoformage. Ah, ben merci, on a travaillé longtemps là-dessus. Non, mais c'est important, Enfin, vous avez bien c'est fait. super Franchement, important. c'est ça. En 10 minutes, il est rangé. Ça permet de poser le jeu rapidement. Poser, Et en all-in, en fait, ça permettait également comment dire, d'optimiser ces boîtes pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place. Bon, ça prend de la place certes, mais au moins on peut enlever 2 boîtes et Ah oui, c'est vrai que le optimiser. design, par exemple, des extensions est particulier. C'est vrai que c'est fait pour être plus plat, pour faire prendre moins de place. Oui, c'est ça. Ah ouais. Par exemple, Amouréenne, c'est vraiment l'extension qui permet de ranger tous les dieux. Comme ça permet quand tu veux jouer, je prends ma boîte de base, j'installe mon truc, puis allez, on va choisir un dieu. Alors hop, on ouvre la boîte et là, on a tous les dieux à choisir. Et après, on va un module et j'ouvre une des 2 boîtes si je veux jeter l'autre. Bon, même si les instructions sont chouettes. Et puis, est-ce que je prends ce module-là ou ce module-là? Donc ça, c'est cool. Du coup, ça permet un peu d'optimiser. On est tous à la recherche de place parce que les caisses, il y en a trop. Donc, non, c'est cool. Mais c'est vrai que je compare, là, on a fait un retour sur Massive Darkness 2, donc le Simone, un peu espèce Ouais, de j'avais vu dans la pléthorique. vidéo qu'il y avait une grosse pile Massive Darkness à côté de toi, là, au fond. Ah non, mais alors ça, c'est incroyable à sortir, c'est trop. On a plaisir de la figurine, mais là, c'est. Et ça, c'est des problèmes c'est trop lourd. de Simone, c'est vraiment. Moi, j'adore leur jeu. moi aussi, hein. Voilà, j'ai un faible, je back tout ce qui est Simone. Donc, Ah, mais je peux comprendre, voilà. hein, je suis un peu pareil. Parce ouais. que je peins aussi, donc Ah, il y a en d'autres plus. plaisirs. Et par exemple, moi j'étais playtester sur Marvel United saison 3. Oui, Nous, oui. on avait playtesté sa saison 3 il y a 2 ans. Donc Galactus, nous, on y avait joué il y a 2 ans. Maintenant, je peux en parler, mais sous NDA, on peut pas parler de ça, etc. Mais ils préparent vachement en amont les trucs, tu vois. Et ils ont vraiment des trucs super, ça va à fond, mais c'est vrai que c'est un investissement de dingue. Quand tu veux jouer à un de leurs jeux, moi souvent, j'ai une table, je laisse tout dessus. Comme ça, au moins, je peux revenir. Mais tu vois, je voilà. compare ton approche, que je trouve. Alors, c'est pas la même approche commerciale, créative, mais au moins dans ta boîte, tu as tout. En plus, je trouve que les standees, ça va, ils pètent, ils ont de belles couleurs, ils ont un bon rendu. T'as J'avoue quand même que des belles ceux-là, ils sont figurines. quand même pas mal. Hein. Des- Un Plexi, là, T'as des belles figurines ils comme donnent bien envie, hein. des Olympiens. Les figurines sont cool. Et donc, tu as une espèce de mix où tu gagnes du temps à pas avoir forcément 3 boîtes, avec tous les, par exemple, les prisonniers du Tartare ou autres. Après, il y en a qui aiment, hein, j'apprécie. Bien sûr. Mais à ranger et à jouer, c'est sûr. vrai que là, déjà, le jeu est. Bah, intellectuellement, rien que te mettre dans le dur, il faut que j'installe. Moi, par exemple, Anachronie, Big Box, j'adore Anachronie. Mais la plaie de devoir enlever d'abord toutes les extensions pour juste mettre le truc de base. Pour moi, c'était. Et donc, là, alors, pour être totalement transparent, on travaille avec des gens comme GameTrace. GameTrace, ils ont des solutions clés en main. Ils réfléchissent pas pour toi. Nous, on croyait qu'ils réfléchissaient pour toi. Donc, on s'est dit, bon voilà, on leur donne les trucs. On prend le premier insert qu'ils ont fait. Ils ont fait moi, j'ai pété un plomb. J'ai fait, c'est pas possible. On a fait notre insert en 3D. Ouais. On leur a envoyé. C'est celui-là que vous avez. Ils ont juste fait la norme de ce qu'on leur a demandé de faire. Et ça les a bousculés dans leur approche. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous faites ça, etc. Mais parce que nous, on veut que. Mais en même temps, c'est compréhensible, ils n'ont jamais joué au jeu. Et oui. Et en plus, période de Covid, tu peux pas envoyer des colis comme tu veux. Nous, on s'est pris quand même, il faut comprendre, la pire période de Toi, tout tu as une idée au beaucoup monde. plus précise de tes besoins. Oui, oui, tout à fait. Et puis, comme je disais, là, on est en 2020, on se prend un Covid, c'est le premier jeu qu'on fait, on se prend des augmentations de charges de tout. Ça a pris 7 mois pour faire des moules de figurines parce que une semaine sur 2, la Chine était bloquée, stratégie de Covid. Tous les mois, une semaine de plus parce qu'ils n'avaient pas d'énergie, parce que l'Australie ne les livrait pas en charbon, Ouais, donc ouais. ils coupaient les usines. Enfin, du coup, on avait du temps qu'on a mis dans le jeu à fond pour tester comme des cochons. Et au bout d'un moment, on nous dit qu'il faut envoyer des fichiers maintenant, quoi, tu vois. Donc on était bien préparés, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que toi, tu es mal tombé, donc avec le Covid, Mais c'est ça. c'était. Et donc on est beaucoup super fiers de- d'avoir sorti de ça, boîtes qui sont la pas pire tombées. période du monde. Ah oui, mais exactement. Il n'y a pas eu de période pire dans le monde que maintenant pour le jeu de plateau, enfin, qu'avant là pour le jeu de plateau. Mais bon, vous en êtes bien sortis en tout cas, parce que sacré merci. cette boîte. Moi je vais pledger directement le jeu. Je pledge plus parce qu'on a dit il y a eu des augmentations de frais de port Oui, et de, alors, malheureusement. Mais C'est intéressant de celui-là, parler il de ça est parce que c'est pas tabou de parler du prix, c'est même quelque chose d'assez important. Là on a fait un prix qui était juste absurde. La stratégie derrière, donc nous clairement on ne gagne pas d'argent sur ce jeu, on a même perdu. Mais pourquoi? Parce qu'on est no-name, personne ne nous connaît. Comment nous faire confiance? Alors nous faire confiance, ça va être de... on fait plein de démos, on est partout. On propose un jeu à un prix pas cher, enfin 79 balles, tu avais quand même sur KS, sans payer les taxes et tout, parce que ça c'était avant. Tu avais quand même 2 extensions offertes, quoi, Apollon et Trahison Divine. Enfin, techniquement, c'est juste absurde. Et donc là, sur celui-ci, j'ai toujours dit, hein,
Là, on aura un prix qui sera plus cohérent parce que ça, c'est un investissement le premier pour essayer de faire de la communication. On paye une communication finalement en faisant ça. Ça permet d'avoir un panel plus large de public normal, avec le prix. Et non, Se faire payer cher un jeu comme ça qui est fait par un passionné plein d'amour, Voilà. et je sais que le jeu j'ai aimé. Et ben, bon là je vois des dés, ça me fait un peu peur. Et bien ça, en fait, le numéro 2, on va être sur une tarification qui sera déjà plus cohérente avec le produit, en fait, plus en adéquation. C'est-à-dire que maintenant, qu'on a pris un risque financier très important sur le premier, parce qu'on a fait un emprunt bancaire, plein de choses. Ben maintenant, sur celui-ci, voilà, ce sera un truc vendu entre 100 et 120 balles, parce que, et encore, je pense que ça sera certainement une tarification bien pour ça, quoi. Donc, ouais, c'est... Non mais en plus maintenant c'est le prix de la plupart des jeux. Alors juste une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que vous auriez prévu peut-être une compatibilité entre le premier et le deuxième, les dieux? Tu m'as dit que les dieux avaient disparu Ouais, ou... en fait, il y aura des choses qui pourraient être upgradables dans le premier, parce Ouais. qu'on aura par exemple des personnages qui seront certainement en acrylique dans le premier, et si on veut changer ses standees de l'autre, on pourra mettre comme ça. Enfin, c'est dans les réflexions, c'est-à-dire que peut-être que ce ne sera pas réalisable financièrement, mais en tout cas c'est l'intention. Mais il y a l'idée, ouais. Voilà. Ah bah super, ça donne envie. Moi j'ai hâte de la sortie de Ibris. Voilà, ça sera mon prochain Kickstarter. Bon ben merci d'avoir pris le temps de nous répondre deux fois. Merci beaucoup. Soit cool. ici ou sur notre vidéo où j'étais un peu véhément sur une partie du gameplay. Bon courage pour la suite, hein, qu'il n'y ait pas de... Moi ce que j'aime, c'est que les gens ils disent ce qu'ils pensent. Et en fait, on est dans un milieu culturel, moi j'estime, où on échange des idées. Si on se braque tout de suite parce qu'il y a un mec qui dit ça c'est naze et que c'est argumenté ou pas argumenté, mais en fait, il n'y a rien de grave. Parlons-en, au contraire, parce que des fois, il ne faut jamais oublier ça. Moi je dis on met un univers dans une boîte et tout le monde a des sensibilités différentes, des interprétations différentes. Le plus important c'est d'en discuter. Majoritairement 95% tu discutes des choses et tu te rends compte que c'est juste des sensibilités, des instants, des moments différents. Et quand tu discutes, ok on n'est pas forcément d'être d'accord, mais tant qu'on prend un plaisir et qu'on en discute, mais ça c'est chouette. Il y a tellement de jeux qui sortent par mois, par an, que... Par semaine. Ah, on est Rien inondé, de grave. Par semaine, ouais, c'est monstrueux. Ouais. Donc non, moi quand j'ai vu votre réaction, j'étais content, je fais c'est cool, on peut en discuter quoi. Et alors là, si on devait se formaliser à chaque truc, mon Dieu. Ah, mais après c'est toujours un peu difficile parce que justement le format c'est la vie à vif. Du coup, c'est Ouais. notre impression de joueur À immédiate l'instant T. avec les erreurs aussi qui peuvent survenir. Précisant qu'il est souvent tard. et Mais qu'on a je un pense que peu c'est bu. important parce que quand on joue, même si après une expertise, c'est aussi une impression immédiate que l'on a du jeu. Exactement, c'est sur le vif. Même si elle est erronée, mais c'est l'impression de la personne. Mais en fait, il y a même, moi je dirais qu'il n'y a même pas de choses erronées ou pas, c'est un ressenti et elle est juste Alors j'irais pas erronée, mais acceptable. biaisée. Après Par c'est contre, elle peut être subjectif. biaisée, ça c'est autre chose. Parce qu'une mauvaise expérience, une mauvaise Une explication. mauvaise compréhension de règles qui va Voilà, et ça changer peut ruiner ton l'expérience. truc, ton expérience. On Donc a quand même voilà. pris du plaisir à y jouer 2 fois et on y rejouera. Et on plaidira le deuxième. Donc merci Damien. On Créateur achète d'Ibris. tout. Achetez Ibris, il est Achetez, super. achetez. Alors là, on est quoi dans le rayon enfant? Alors, le Il y a Yu-Gi-Oh! Dans les jeux familiaux, donc il y a un gros stand. Est-ce que tu es un fan de Yu-Gi-Oh? Non, absolument pas, non. Bon, eh ben, on n'en parlera pas. Voilà. Yu-Gi-Oh, c'est pas ma tasse de thé du tout. Alors ça joue à quoi ici? Colonie des manchots. Ouais, c'est pas trop notre. Nous ne sommes pas trop la cible. Tu veux pas jouer à la colonie des dans manchots? cette partie-là, je Tu n'es pense. pas joueur. Si, mais pas sur ces jeux-là. Voilà. Allons voir des trucs plus intéressants. Génial. T'en veux un? Je vois pas l'intérêt. Le principe, quoi. C'est un espèce de roll and write où tu dois. Ah, Ah, le petit dessin, on dirait un peu. oh mais il y a des billets là. Il y a Lise the Faille. Ça datait du transpersonnage. Perdu Nico. Faudrait qu'on se tienne la main pour pas se perdre. Il est où, Bruno? Voilà, On a perdu Bruno. C'est ici qu'on l'avait croisé, Non, ouais, c'était là, plus haut. juste avant. Ah bah si, on l'a retrouvé. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Voilà, il a changé de place. C'est pour toi ça, Nico. Carval, c'est le créateur de Carcassonne, justement. Ah bon? Ouais. On ne sait pas où donner de la tête. Oh, regarde. Non, mais jamais quand il n'y a pas d'image du jeu, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc il y avait Bruxelles 1893 qui a été As d'or en 2013 chez Pearl Games. Ouais. Et cette année on sort une réédition avec entièrement relookée et avec une extension qui a été prévue mais qui n'est jamais sortie. Et donc là elle est intégrée directement à la boîte. Et entre deux on avait sorti la version jeu de cartes. C'est toujours le même jeu, on retrouve toutes les mécaniques de Bruxelles 1893 mais compressées en jeu de cartes. C'est le premier? Première table ici. On en teste un de jeu ou on regarde?
Alors bonjour, on est avec Étienne, donc l'auteur de Bruxelles 1893, qui est une édition révisée donc d'un jeu qui avait la même date. Oui, donc ça s'appelait Bruxelles 1893. Pardon ? Par rapport à pourquoi 1893 ? Alors, parce que c'est la première maison Art Nouveau qui a été construite à Bruxelles. Ok. Donc dans ce jeu, vous êtes des architectes, vous allez construire notamment des bâtiments Art Nouveau et faire plein d'autres choses. Donc ceci, c'est la révision 10 ans après du jeu originel, qui inclut l'extension Belle Époque. C'est pour ça que sur le titre, vous voyez 1893 Belle Époque. Ah oui, l'extension est déjà intégrée. Vu qu'il y avait aussi un jeu de cartes, c'est vous aussi qui a. Alors il y a 2 ans, 3 ans maintenant, on a sorti le jeu de cartes tiré du jeu, qui s'appelle 1897 pour le coup, parce qu'à Bruxelles, cette année-là, il y a eu une exposition internationale, et dans le jeu de cartes, il y a un petit tweet avec une action exposition. En fait. Voilà. Et c'est un jeu essentiellement belge parce qu'au stand, il est belge, vous êtes une équipe belge. L'éditeur dont je fais partie aussi est belge. L'auteur, moi-même, l'illustrateur est belge. Enfin non, je mens. Il est français, mais il vit en Belgique. Ah, s'il boit de la bière belge, il est belge. Et il boit beaucoup de bière. D'ailleurs, il illustre principalement, il travaille pour beaucoup de brasseries en Belgique et il fait souvent des étiquettes de bière. Est-ce qu'il illustre après avoir bu de la bière ou ça, on sait. Ça, c'est la question. C'est ton premier jeu ? Il y avait eu d'autres jeux avant le premier Bruxelles. L'illustrateur ? Non, toi, c'est ton Moi, premier jeu ? en tant qu'auteur, c'est vraiment mon premier jeu. Donc, il est sorti il y a 10 ans. Il a été édité chez un autre éditeur belge, Roll Games, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Et voilà. Et il avait reçu, pour la petite histoire, puisque nous sommes à Cannes, il avait reçu l'As d'Or en 2014 au niveau expert. Ah oui. Ouais. Et il y a eu d'autres jeux entre-temps Il y a eu d'autres jeux entre-temps, surtout en tant qu'éditeur, mais aussi en tant qu'auteur. Donc j'ai fait le jeu de cartes et je l'ai fait avec mes 2 comparses éditeurs. On a fait un jeu, notre premier jeu, on l'a fait ensemble. C'est un jeu sur le salon des Seuils. Quelles ont été tes inspirations pour créer Bruxelles 1883, pardon, 1893. En belge, c'est 93. J'habite Bruxelles et je voulais faire un jeu sur ma ville. En même temps, je suis fan d'architecture et d'art nouveau. Et donc, j'ai voulu faire un jeu sur ce thème et je me suis creusé la tête. Donc, je suis vraiment parti du thème pour développer le jeu. Parce que les auteurs belges aiment bien donner des noms de villes françaises, mais vous, voilà, c'est les villes belges, auteurs belges et les villes belges. Voilà. Non, mais il n'y a pas de mal. Mais... Si un jour j'ai l'idée de faire un jeu sur une ville française. Est-ce que les éditeurs allemands, ils n'utilisent pas trop leur nom de ville, généralement? Oui, après, les noms de ville en allemand, c'est moins. C'est ça marche. Nous, on a fait un jeu qui s'appelle Essen quand même. Ah, en hommage au festival. En hommage au salon, ouais. Bientôt le jeu Cannes. Eh oui, pourquoi pas. Et les retours donc sont positifs. Là, vous allez venir de sortir cette nouvelle édition. Oui, les retours sont quand même largement positifs. Alors, je suis content de la sortie. Parce que d'abord, comme je l'ai dit, elle inclut l'extension. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Et j'ai souvent rencontré sur ces 10 dernières années, je vais bien dire en toute franchise, des gens qui me disaient qu'ils aimaient encore le jeu, qu'ils le sortaient régulièrement. Quand est-ce que mais on ne le trouve plus au commerce. Donc quand est-ce que tu refais et voilà, et là ça va se faire. Et même sans connaître le jeu, il y a une proposition, là, graphiquement, ça suggère quelque chose, ça donne envie. Il attire l'œil, donc l'illustrateur a passé beaucoup de temps. Ça se voit. Peut-être parce qu'il buvait beaucoup de bière aussi, je sais. Mais il a fait un chouette boulot. Oui, clairement. Donc tu me conseilles quoi, d'acheter cette version, d'acheter la version jeu de cartes ou d'acheter les deux? Parce que les deux peuvent totalement être... Mais vraiment, oui. Bon, après ici on est sur du gros joueur. Oui. Donc on n'a pas mis trop longtemps non plus, tu vois. On a les explications des règles. Oui, mais on avait quelqu'un qui a pu nous conseiller quand on avait un petit doute et ça aide beaucoup parce que des fois il y a des petits points de règles où on peut prendre 10 minutes le temps de le retrouver dans le détail, de comprendre comment l'appliquer. Oui. Mais là, faut dire, le jeu est assez fluide. Oui, c'est ça. En fait, comment dire, il est assez logique. Oui. Maintenant, au niveau de stratégie, il y a moyen de se creuser un peu la tête pour voir si on part vers la gauche, vers la droite. Mais quand je dis que c'est un jeu joueur, c'est pas tellement dans la complexité même, c'est plutôt dans les différents points de stratégie qu'il peut offrir. Voilà, il peut être pas simple d'accès, mais il n'est pas simpliste. Après, on peut faire une expertise sur le jeu. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une lisibilité. On voit le plateau, les informations sont là.
vous pouvez partir sur la construction, en construire beaucoup. Vous pouvez soit, même parfois, ne pas construire du tout et créer des œuvres d'art ou vous faire copain avec de nombreux notables de l'époque. Et ça va aussi vous aider. Ça dépend vraiment d'une partie à l'autre. Oui, ça va faire. Ça dépend de votre ligne, du choix de ligne directrice. Moi, il y a juste 2 points de règle qui m'ont échappé. Sinon, c'était notamment la prise en compte de l'argent qu'on gagne à fin du tour selon les œuvres d'art dont on dispose. Ouais. Donc ça, je l'avais oublié dans mon calcul et du coup, j'ai accéléré ma fin de jeu. Alors, j'aurais dû le prendre en compte pour faire peut-être une action supplémentaire. Mais c'est genre voilà, des petits points qui sont vite, après on y pense. Ouais, mais pour une première partie, ça peut nous échapper. Mais pour un jeu aussi fourni, je trouve que peu de choses m'ont échappé. Même si les premiers tours, il faut quand même prendre le temps de quelles sont les possibilités, de les envisager, se dire de ne pas faire une erreur. Même si je ne pense pas qu'il y ait d'erreur, après on rectifie au cours de la partie. J'essaye dans mes jeux, en tout cas dans celui-là, d'éliminer au maximum toujours les sous-règles, la sous-règle de la sous-règle. Ça, c'est le truc qui perd. Et c'est souvent là qu'on passe un temps fou, quel que soit le jeu. Ou un jeu qui a accès simple et qui a chaque fois des exceptions ou des petits points de règles. Les 36 exceptions. Ou des petits points ambigus aussi. Des fois, c'est trop ambigu, on ne sait pas trop. Ok, ça apporte une richesse au jeu, mais je trouve que ça en enlève souvent un plaisir parce que tu es obligé de calculer tout le temps ton tour. Surtout dans les jeux où tu es obligé d'attendre ton tour avant de calculer parce que ça a trop changé. Oui, c'est vrai que tu peux calculer un truc. Ah oui, il y a certains jeux où on calcule tout un truc et finalement ça change toute la donne quand ça arrive à son tour. Voilà. On recalcule à nouveau et du coup ça peut être trop laborieux pour ce que ça propose. J'ai essayé qu'il n'y ait pas trop ça là-dedans en tout cas. Ouais, non, mais franchement, je trouve le jeu fluide et si on aime la pose d'ouvrier, il y a tout un univers et c'est très agréable. Et en étant riche en possibilités, ce qui n'est pas toujours le merci. Cas. Donc merci pour ce jeu et pour cette partie. Et bonne continuation pour le salon. 1893. Et rendez-vous à la prochaine ou à Essen si vous voulez, je sais pas. Ça fait un peu loin, mais. Et ben alors à Cannes l'année prochaine. Voilà, peut-être à Cannes l'année prochaine. Voilà. Merci encore. Merci. Ah, alors Maxildan, c'est Pierre-André Joly. Voilà, j'aurais jamais dit que ça s'appelait comme ça, quoi. S'il le dit, hein, franchement. Ah, c'est le jury, ok. Et De Dienne, il joue alors. Bah ouais, pourquoi De Dienne? Tu veux essayer un gouzou? Je suis curieux. Bah viens, on teste. Allez, on teste le gouzou. Par contre, comme il y a 4 vertébrales, Et là, tu vois plus rien. c'est vrai. Merci. Les 4 sont belles. C'est vrai que. Ah, j'aime bien la proposition. Bonjour. Bonjour. Écoutez, on vous voit au festival, donc on profite de l'occasion pour vous dire passer un petit coucou. Comment se passe le festival? Ça se passe super, quoi, ouais. On est arrivé, on était un peu abasourdi par le monde. Ouais, et c'est très bien parce que ça démontre que même quand on met une entrée payante, le public vient quand même, et voire même vient tout aussi nombreux, voire plus nombreux. Moi, ça fait des années que je milite pour que ce festival soit payant, et c'est très bien ainsi. Ah oui, ouais. Et c'est vrai que c'était gratuit les années précédentes. Exactement. Et c'est la combien d'éditions cette année? Ça, j'en sais rien, il faut demander aux gens qui c'est vrai, du festival. Ça fait un moment. Et vous y rendez tous les ans? Ouais, depuis même avant ma première publication, depuis que j'ai mes premiers prototypes. Donc ça, je crois que la première fois que je suis venu, c'était en 2001, je pense. 2001, oui. L'Odyssée de l'espace. J'aime la référence, j'adore. Et donc là, vous êtes présent pour Orichalk? Pas spécialement. Je suis présent pour mes dernières sorties, Orichalk, bien sûr, mais aussi Sea Salt and Pepper, par exemple. Oui. Voilà, entre autres. Un gros succès. Ouais, il a bien marché. Ça marche très bien. Pour aussi Splendor Duel. Oui, et puis pour les jeux qui sont en train d'arriver, comme Lumen, qui sort dans quelques semaines et dont c'est la première présentation à Cannes. Là. Et ça enchaîne les sorties. Vous en avez fait combien depuis la rentrée? Depuis la rentrée de cette année? Oui, la rentrée de septembre, on va dire. Ou même... je sais pas, j'ai eu 3 jeux à l'automne et puis j'en ai un qui arrive là. Ouais. Ah oui. Écoutez, bravo, c'est une belle production. Et vous êtes toujours aussi inspiré Non, mais c'est parce que moi, j'ai surtout des co-auteurs qui ont du talent, donc moi je les fouette et ils travaillent, et après je mets mon nom sur la boîte. Je veux dire, vous leur trouvez la motivation et ils vous donnent la motivation. Ouais, c'est-à-dire qu'eux ils sont jeunes, quoi, donc ils sont plein d'envie. Ouais, c'est stimulant. Et parmi tous les jeux que vous avez fait, il y en a un que vous préférez particulièrement? Alors je sais pas, vous avez des enfants? Non. Est-ce qu'on pourrait faire son enfant? On peut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu demandes jamais à un papa lequel de ses enfants il préfère en fait. Donc là, c'est un peu pareil.
Et est-ce que vous rejouez encore à vos jeux? C'est vrai qu'il y a des créateurs toujours. Ah oui, moi j'ai une démarche qui est très égoïste. Je fais pas des jeux pour le marché. Ouais. Je fais les jeux que j'ai envie de jouer pour moi. Et après, forcément, comme j'ai envie de les jouer, ben, je continue à les jouer en fait. Et c'est aussi pour ça que parfois j'ai envie d'extension, parce que en fait, comme j'ai déjà fait 200, 300, 400 parties d'un jeu au moment où il sort vraiment. Bah, moi j'ai déjà fait ces 300-400 parties, donc des fois j'ai envie de continuer à développer l'univers et ainsi de suite. C'est vrai que ça fait un nombre conséquent de parties et d'essais, mais vous avez toujours ce plaisir à y revenir, à essayer de proposer peut-être après une extension. Bah, le jour où le plaisir n'est pas là, moi je pense qu'il faut que j'arrête en fait. Parce que mes jeux sont pas parfaits, loin de là, ils sont évidemment imparfaits, mais par contre en fait ils sont faits avec sincérité. Et donc à un moment donné, je pense je fais du théâtre amateur à côté, je suis un très mauvais comédien, mais par contre quand je monte sur scène, j'y crois à fond à mon personnage. Je suis dans mon personnage, c'est pas moi. Et je pense que quelque part au niveau des jeux, c'est la même chose. C'est-à-dire que par un miracle qui est assez bizarre, si c'est fait avec sincérité, ça peut être imparfait, il y a des chances que les gens te suivent. Alors que si c'est fait de façon froide, méthodique, rationnelle, je pense que ce petit supplément d'âme n'existe pas et donc du coup tu as beaucoup plus de mal à fédérer. En fait, ce à quoi je crois, puis ça m'arrange d'y croire en fait. Mais on le sent quand il y a des jeux vraiment où la personne est vraiment investie par son univers ou par la proposition, ça peut avoir quelques défauts, mais ça se ressent directement. Voilà, et puis ces défauts me ressemblent, ce sont les miens, donc après, ben voilà. On aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, merci. À bientôt pour Lumen, alors c'est ça? Voilà, c'est ça, Lumen. Ouais. Et donc, bon reste de salon, il y a encore 3 jours, là, donc 2 jours. Ouais, tout à fait. Et ça va, vous n'êtes pas trop fatigué parce qu'on vous a vu dès des séances dédicaces départ, Cannes, c'est ça, hein, on dort 4 heures par nuit, on se reposera quand on sera mort. Eh bien, écoutez, merci à vous. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Ah bah regarde, il est là, Cyclade. C'est sympathique. Ça déclenche immédiatement les pour aller plus vite. C'est compliqué, Alors c'est parti, donc là on parle de Let's Summon Demons. Alors Let's Summon Demons, c'est un jeu, comme son nom l'indique, où on va invoquer des démons. Et alors comment on va les invoquer ces démons? On va simplement sacrifier les enfants et les animaux domestiques des voisins. Mais c'est sympathique. C'est ceux qui nous emmerdent le plus. Donc, ouais, exactement. Alors comment ça se passe? C'est un jeu qui est de 2 à 5 joueurs, qui se prend très rapidement en main. Voilà, genre je vais vous montrer à la table, là on a 5 joueurs qui sont en train de jouer. Et donc on va commencer la partie avec 3 démons qu'on va tirer au sort et qui vont être dans notre main et qu'on va devoir invoquer pendant la partie. Et pour les invoquer, on va se servir des enfants du voisinage qui gravitent. Il y a toujours 5 enfants dans le voisinage ou des animaux domestiques. Alors on a des chats, des chiens, des perroquets, voilà. Et ils vont sortir de la pioche régulièrement, tout le temps. On a toujours 5 enfants au milieu, là vous pouvez les voir. Et en fait, ces cartes-là, on va les acheter avec des âmes. On a des âmes qu'on va récupérer à chaque fois qu'on va lancer les dés et que nos numéros vont sortir. C'est-à-dire qu'on a des numéros sur chaque carte. Et c'est quand ces numéros sortent que les cartes s'activent et qu'on récupère des âmes. Et grâce à ces âmes, on attire plutôt les enfants et les animaux domestiques. Et plus on a notre deck augmente, et plus on pose devant nous des animaux et des enfants, plus effectivement, à chaque lancer de dés, on a des numéros qui s'activent. Parce que chaque carte a un numéro sur elle. Voilà. Et quand on a ces stratégies, quand on a suffisamment d'enfants ou d'animaux domestiques, on peut décider de les sacrifier. On en sacrifie 3 et on invoque un de ces démons qu'on a dans la main. Et les démons, ils ont eux aussi des capacités spéciales plus puissantes, mais qui sortent moins souvent. Voilà. Un gros effet. Un gros effet qui sort. Voilà, un gros effet, alors plus ou moins puissant aussi. Évidemment, il y a une histoire de probabilité. C'est un lancer double dé. Donc on a beaucoup de 7 qui vont sortir évidemment. Pas mal de 6, pas mal de 8. Et puis on va s'avancer du 12 ou du double 1 ou du 2, moins ça va arriver souvent. Par contre, quand ça va arriver, on va avoir des effets plus bourrins
comme un démon. Par exemple, il y a un démon dans le jeu qu'on peut avoir si on l'invoque et qu'on fait un double 1, on gagne la partie directement. Mais évidemment, sur toutes les parties que j'ai arbitrées jusqu'à présent, c'est arrivé qu'une fois, donc c'est vraiment rare. Voilà. Donc c'est le super effet éventuellement qu'on peut obtenir. C'est un effet parmi tant d'autres, mais il y a plein d'autres démons qui sont super intéressants. Il y a des effets passifs qui permettent de. Et ça se renouvelle bien, donc chaque partie. Ouais, puis à chaque partie, on peut imaginer, on peut essayer de partir sur un deck avec plutôt des enfants ou plutôt des animaux. Plus on a d'animaux, plus ils interagissent entre eux, et plus on va capturer des animaux. Et puis voilà, donc c'est vraiment, et vraiment ça fonctionne très vite. Au bout de 5 minutes, on est pris dedans. Donc là, c'est rigolo, c'est que vous présentez 2 jeux avec du sacrifice. Donc là, c'est Let's Summon Demons, voilà, et là, on a Sacrifice 666. Là, on a sacrifié plutôt des créatures. Voilà, donc ça paraît un peu moins subversif, mais c'est rigolo aussi. C'est un jeu qui est un peu plus simple. C'est un jeu qui est vraiment que à base de cartes, avec des attributs sur chaque carte qu'on va devoir lire et qu'on va devoir appliquer en essayant de mettre des malus sur les hôtels des autres, etc. C'est sympa, ce n'est pas encore sorti, donc là on est encore voilà, on propose aux gens de donner leur avis sur le jeu. On va faire quelques petites retouches je sais pas trop, j'imagine que oui. Je me posais la question, c'est que l'auteur Martin Brun, c'est quelle nationalité? Alors là, j'avoue, je ne peux pas vous dire. Je me suis dit des Suédois, Norvégiens, je sais pas. Martin Brun, Patterson, I don't know. Il est tahitien. Je sais pas, une très bonne question, c'est une très bonne question. En tout cas, voilà. Okay, celui-ci, nous, on l'adore. Vous le conseillez du coup. Ils ont déjà fini à la partie parce qu'ils ont relancé une deuxième partie et évidemment, une fois qu'on connaît les mécanismes, on va beaucoup plus rapidement. Ouais. Et honnêtement, c'est pas un jeu où on s'ennuie. Et c'est ça que j'aime beaucoup moi personnellement, c'est que c'est pas un jeu où là ils sont 5 à jouer, c'est quand j'ai joué mon tour, je regarde mon téléphone pour que tout le monde ait fini son tour. Ah bah oui, mais c'est le cas justement que je disais pour Sacrifice 666, voilà. Ça peut être un peu long j'imagine. Et peut-être un peu plus là. Mais là, l'avantage, c'est que la mécanique fait qu'à chaque fois que quelqu'un jette le dé, même nos animaux, nos démons et notre bougie avec les numéros de base, en fait, elle va s'activer. Donc, il faut suivre le jeu tout le temps et récupérer des âmes à tout moment pour arriver à son tour en avoir déjà collectionné. Un bon parti game. Ça a l'air cool, j'ai hâte d'y jouer, on tâchera d'y essayer. Beaucoup de jeux dans les 20 €. Bon, ça va, pour moi c'est vendu, j'ai pas encore testé, mais je suis déjà vendu. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Et bonne soirée. Merci à vous. Petit hommage à notre ami Pen and Game, Guilin, Badass Force, qui en fait partie. Bon Nico, c'est le moment de détente. Après cette journée éreintante. Qu'est-ce qui est le moment de détente? C'est la fin de la journée ou c'est la journée qui est considérée comme un moment de détente? Fatigant, c'est épuisant un peu, beaucoup d'exploitants. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je suis sûr qu'on a même loupé des pièces dans le salon. Ah, mais même en arrivant, on était éclatés parce que moi j'étais un peu éclaté. On arrivait, il y avait déjà pas mal de monde. Ça on avait 3 heures de route à faire, il faut le dire quand même. On avait 3 heures de route à faire. Oui, voilà, on est parti tôt pour faire les 3 heures. Et la veille, on s'était couché à 7h du matin. Voilà, bon, on s'était pas donné tous les atouts et moi en plus j'étais en speed pour préparer les conditions de tournage et arriver ici à l'arrache. Fatigant, mais c'est peut-être pas ce qui intéresse les internautes. Parlons juste de l'expérience du salon, moi je le trouve fantastique. Hein. Je m'attendais pas à... Le seul qu'on avait fait, c'était Montélimar, quoi. Donc il y a une sacrée différence, les gens sont open, il y a beaucoup de, comme tu disais, toutes les générations, des petits vieux, des petits... C'est vrai, j'ai été assez surpris parce qu'on a fait d'autres salons, je trouvais qu'à Montélimar, c'était entre familial et gens, on va dire, d'un certain âge. Même dans le côté associatif, où la plupart quand même, c'était plutôt une génération plus qu'une autre. Là, c'est beaucoup brassé. Vraiment, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. On peut le voir dans les images, j'imagine. C'est pour ça qu'il y a des stands pour les jeux familiaux, des jeux de rôle. Vous voyez là, jeux de rôle. Il y a une nocturne de ce soir. D'après le site, c'est le plus grand salon du monde, d'après BGG, sur le site officiel du festival de jeux de Cannes. Plus gros que Essen, ça me paraît bizarre, mais il est grand, pourquoi quand pas, même, l'air de rien. Ah non, mais si vous avez l'habitude de venir au festival de Cannes pour le cinéma, là c'est là où il y a le marché du film, palais des congrès aussi. Donc l'endroit est immense, hein, franchement. Il y a de quoi faire et un jour je pense que ça suffit pas, honnêtement. Un jour suffira, c'est ça? Non, un jour ça suffit pas, je pense. Regarde, on n'a rien fait, on a joué à 2 jeux, quoi. On a joué à 2 jeux.
Bon, on a fait des On s'est prévu un petit Ark Nova pour demain 13h. que nous n'avons jamais fait. Pas très original, mais il vient de gagner c'est quoi, l'As d'or? L'As d'or. Ouais. Et c'est quoi, expert? Ouais, c'est Expert, ça, il y a des expert. catégories experts. Ouais. Était devant Carnegie, bon, à voir. Hein. Je connais Carnegie, je ne connais pas Ark Nova, mais. Carnegie qui a rien eu? Bah, il est deuxième, troisième, je sais pas. Il était dans les trois nominés. Donc, un podium. Ils ont perdu par coutumance, je sais pas. Ils sont deuxième automatiquement, je sais pas. Donc ouais. Bon, très bonne après, expérience. donc ouais. Heureusement que le salon est grand, est très grand. Enfin, il y a de l'espace. Il y a beaucoup de monde, mais contrairement, on va dire, à un festival comme Montélimar où tout le monde est vraiment serré les uns contre les autres dans une seule salle qui était sous-dimensionnée. Là, ça va, mais c'est vrai que... C'est immense. Il y a une profusion, une envie de jouer à tout. Alors, il y avait un étage où il y avait Idriss et Damien, c'est donc expert. Et pour un jeu expert, alors tu avais quelques tables parce que ça ne s'adresse pas à tout public. Mais est-ce que quand tu vas dans un salon comme ça, est-ce que tu vas te poser 2-3 heures pour tester vraiment quelque chose? Demain, on a dit qu'on testait Ark Nova, on va pas le faire en entier. Elle a déjà dit. Nova, elle a dit ouais, ça sera peut-être 2 heures le temps de s'y mettre. Une ou peut-être pas entier. 2 manches, mais c'est pas grave. Au moins, ça t'apprend à voir les mécaniques d'un jeu. Ça peut te suffire à te dire ah bah tiens, ce jeu, finalement, il me plaira pas ou tiens, finalement, il va me plaire. T'es pas obligé de faire un jeu en entier. C'est sûr, tu vas pas là pour faire un Zombicide de Marvel qui va te prendre 3 heures ou Terraforming Mars avec toutes les extensions qui te prend 7h30. Donc non, mais il y a quand même de quoi faire. On a pu trouver des tables de temps en temps, ça c'est bien. On n'a pas testé Mindbug, j'ai envie de tester Mindbug. Merde. Un petit ouais, Mindbug, ouais, bah, y avait un peu de monde. C'est vrai qu'on a tendance à faire dans un salon comme ça des jeux qui sont un peu plus accessibles, qui demandent un peu moins d'investissement, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et ça reste du coup un peu limitant. Alors pour ceux qui restent plusieurs jours, bon, admettons, c'est plus rentable. Non mais clairement tu peux pas tout faire. Moi il y a un jeu sur le rayon expert là qui m'a tiré où j'avais l'impression que tu dois faire des pylônes électriques. J'ai vu une profusion de matériel, ça avait l'air magnifique. Mais il y a du monde. Hein. Et on n'est que vendredi. Hein. C'est vrai que j'ai même peur pour demain. Hein. Parce que déjà moi ça m'a épuisé de voir tout ce monde, une vague de gens. Et c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal, c'est quand tu es joueur de société, bah, tu joues un peu avec tes amis, ça peut être dynamique. Mais tu joues tranquille. Alors c'est vrai que là, tu es un peu, pas ballotté, mais quand on va t'apprendre un truc, tout le monde circule autour de toi. C'est pas les meilleures conditions pour aborder une expérience de jeu. C'est particulier, mais une fois dans le bain, après une fois mais dans ça le bain, permet de découvrir des jeux. Des auteurs. Ça permet aussi des auteurs, de voir directement avec eux, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, proposer avec. Donc bilan positif pour cette première journée? Ah bah oui, évidemment quand même. Oui, toujours. On y retourne demain alors? Je crois qu'on n'a pas le choix de toute façon. Ouais, bon, on a payé, on est obligé. On a payé l'Airbnb. On filera peut-être plus rien, on va se mettre à jouer comme des gros geeks et puis on laissera tomber tout ça pour se plonger sans modération dans le monde du jeu. Donc on se dit à demain. Donc on fait quoi? Ark Nova, c'est quoi le plan? Ark Nova, on va voir, les jeux de cartes, ah oui, c'était quoi le nom de... Mindbug? Non, pas Mindbug, non, Don't Panic, la maison d'édition. Ah, Don't Panic Games. Il faudra aller voir les membres de Don't Panic Games. Ça semble intéressant. Puis quelques autres boîtes d'édition, si on peut aller parler avec des gens de chez Yellow, J'ai pas vu Matago, mais ils doivent y être, je pense, mais... Si, j'ai pas Matago, je les ai vus Matago. Bah, tu vois, tellement de trucs à voir, j'ai pas vu Matago. Okay. Bah là pareil, là, chez Don't Panic, ils m'ont dit oui, mais alors, on est allé regarder, on va juste montrer là. Donc cette petite tente, juste ici la première, on s'est dit bon, bah, c'est Nico qui allait en premier, alors qu'on pensait que c'était presque un espace réservé aux pros, au personnel, au staff. Et pas du tout, c'était encore une salle de jeu. Où c'était plus tranquille. Oui, donc c'était tranquille, on a pu jouer. Petit cheat code, si vous voulez jouer un peu plus tranquille, avec peut-être des tables disponibles, ben, la première tente ici. À voir si ça change pour l'année suivante, mais je pense pas. Et puis on se donne rendez-vous demain. Allez, à demain. À demain. Bisous. Ciao. Rembourser nos invitations. Rembourser nos invitations. Alors Nico, tu es bien là, au bord de la mer? Ça va? Oui, j'aurais presque envie d'aller me baigner, tu vois. Presque. Ça change tout. Ouais, pourtant... Bon, après, t'as un manteau. Mais il fait pas si frais, il fait quoi? 14? Ouais, 14 degrés. Mais on est plutôt épargné par le temps, parce que ce matin, sur la route, on a eu quand même la pluie. C'était assez dégueulasse. Ouais, sur la route, mais quand on est arrivé, ça va. On a eu un temps plutôt stable. Montre un petit peu les lumières de la Croisette.
Ouais. Avec le Martinez, le fameux Martinez qui pète de 1000 feux, quoi. C'est celui qui a le plus de lumière, quoi. Donc écoute, donc on boit des cocktails au bord de la plage, on attend le yacht et Festival de Cannes, et donc ton ami Luc Besson va arriver. Ça, ouais, mon ami. Ça paye hein, de faire des chaînes YouTube. Ah bah oui, bah carrément. Si seulement, avec 60 abonnés, c'est bon. Ah là là. D'ailleurs, après ce soir, on en a 60 000, je pense, direct. 60 000 direct? Oui, direct. Ouais, c'est toi la superstar, je pense qu'ils vont tous s'abonner pour ta gueule. Avec tout ce qu'on a, le contenu, puis la classe d'animateur géniaux. Ouais, mais t'as quelque chose de Georges Clooney quelque part, hein. C'est ça? Non, c'est le côté grisonnant, non? C'est Georges Clooney qui a quelque chose de moi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, on confond tout. Faut pas déconner. Bon, ben, nous sommes de retour au Festival international du jeu de Cannes pour la soirée off. Donc là, nous sommes la nocturne. Pour mettre en contexte, il est minuit moins 10, je pense. Je sais même pas, j'ai pas regardé l'heure, donc on n'est pas très 10. précis. Alors, c'est que des prototypes pour la soirée nocturne. C'est cool. Mais regardez, on va voir, regardez quand même le peuple qu'il y a, les gars, s'il vous plaît. Venez voir. Allez, suivez-moi. N'ayez pas peur. Ne soyez pas timide. Je ne mords pas. Oh, si, tu mords un peu de temps en temps. Pas tout le temps. Voilà. Faut faire gaffe à la rage. Voilà la nocturne. Ouais, c'est bruyant, hein. Je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais l'acoustique, c'est un peu moyen. Non, mais regardez le nombre de jeux proposés. Bon, l'attraction principale, évidemment, en tant que joueur, voilà. Et attendez, ce n'est pas une Heineken en pression. C'est une très très bonne bière. C'est une bière bio, une IPA. Et comment elle s'appelle? La Lune, la pleine lune. La pleine lune, regardez ça. Alors, il faut savoir que toutes les tables que vous voyez là, ce n'est que des jeux prototypaires. Oui, non, mais. Que des prototypes. Que des prototypes. Donc, plein de jeux différents qui cherchent des éditeurs. Et il y en a qui ont l'air fortement intéressants. Oui, on a déjà pas mal échangé. Hein. Bien sûr, en dehors de la vidéo. Est-ce qu'on était occupé avec nos verres? Oui, d'ailleurs, c'est bon, avance un peu, parce que là, il y a quand même pas mal de choses à voir. Allez. Juste, on parle de prototypes, on regarde le matos qu'ils ont réussi à faire. Allez-y, pas de soucis. Nous sommes comme ça, nous. Regardez le matos quand même qu'ils arrivent à faire sur des jeux prototypes. Je vais pas m'embêter. Ça donne envie. Les gens s'embêtent, hein. Vraiment, ils se font des trucs. Regardez les fûts de bière quand même. Donc, oui, on va beaucoup jouer avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs sont découverts aussi? Avec des fûts de bière, je sais pas trop, c'est. Des jeux à boire. Tu vois, c'est fou, mais le temps que le mec a dû prendre à dessiner les plateaux, à faire ses. Les petits meeples, il récupère sur d'autres jeux. Mais... Ouais, écoutez, si vous êtes disposé à nous parler un petit peu, je vois qu'il y a des jolis jetons, des jolies pièces dorées. Tout à fait, c'est un jeu expert dans un certain univers avec des pièces de pirates. Pas seulement avec ça en fait. Ouais, d'accord. Vous allez vous savoir. Parlez-nous un peu du principe, de l'idée, de la référence peut-être en termes de jeu. Alors, c'est du jeu expert, du gros jeu, ça se voit. Je pense qu'il y a quand même pas mal de matériel. On est quand même sur un jeu assez costaud. Ouais. C'est un jeu qu'on a voulu hyper thématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un jeu avec du plaquage de thèmes. C'est-à-dire que ce jeu-là, avec ces mécaniques-là, ne peut pas être joué dans un autre univers, c'est impossible. On joue des photographes. Donc, c'est un jeu expert sur la photo. Et l'idée du jeu, c'est que on va prendre des photos, bien évidemment, et petit à petit, on va construire notre exposition photo qui est en 3D là. Donc il y a des manières de scorer tout au long de la partie, et à un moment donné, quand on va construire notre exposition, on va avoir des systèmes de chaînage qui vont faire scorer d'une certaine manière, et chacun va regarder l'exposition de l'autre, et on va voir en termes de scoring ce qui se passe. Et l'idée, c'est que tout est ultra thématique. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qui a fait peur à la personne qui est là, c'est que c'est un jeu de gestion, donc on est sur quelque chose d'assez calculatoire quand même. Mais on a du G2D. Ce qui en général ne va pas de pair. C'est vrai que c'est souvent pas associé l'un et l'autre. En général, c'est deux choses qui vont vraiment pas ensemble. Mais on peut arrêter là, moi j'aime pas les jeux 2D, c'est bon, c'est pas. Mais c'est mitigé, j'imagine, les hasards. L'idée, c'est que déjà c'est thématique parce que prendre une photo, il y a du hasard. Monsieur est photographe, il peut en parler. C'est mon co-auteur. Vous êtes deux. Mais avec l'évolution et la progression des plateaux personnels, on pondère le hasard avec des modificateurs, des relents type de 2D, etc. Et tout le matériel est utilisé, la tour AD qui est là, il n'y a pas de... c'est pas cosmétique. C'est qu'en fait, on a voulu aussi
tenter dans un jeu de gestion reproduire un petit peu la sensation du réglage quand on prend une photo. La focale, parce que quand on prend une photo, on a derrière la photo un cercle avec un bonus. Ouais. On positionne, on retourne la photo, on positionne le bonus dans la tour AD, on essaie de viser avec le dé, si on arrive sur le bonus, on le récupère. Parce qu'on a réglé la chose. Dextérité. Ouais, c'est ok. Oh, c'est intéressant. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment ultra thématisé le jeu. Et voilà, donc en fait, on rencontre, puisqu'on est sur époque années 70, donc c'est de la photo, mais il n'y a pas de smartphone là-dedans. Ouais. Et on a une action qui permet d'aller rencontrer dans le café des artistes, des photographes qui ont réellement existé, qui nous donnent un bonus qui sont liés à leur vie. Parce que par exemple, on va évoluer sur de la prise de photos nature avec des photographes qui étaient réputés pour des photos nature, etc. Donc en fait, on a vraiment ultra thématisé le jeu. D'accord, non mais ça a l'air très intéressant comme proposition. Donc, la photo, c'est un thème original, il y a ça pas trop. Voilà. Et en Kickstarter récemment, avec celui qui a fait Colt Express, il a fait un peu un jeu de photo aussi avec un système de sur un gabarit. jeu de gestion, on est sur du gabarit, de la prise de Ouais, photo, c'est ça, c'est avec etc. le gabarit et tout, mais c'est vrai que c'est pas un univers qu'on a l'habitude de Jeu voir. de gestion pure et dure, la photo. Et maintenant, il y en a un. Et alors le nom du jeu, parce qu'on en a pas Non parlé. mais voilà, c'est effectivement le thème est assez unique. Tout simplement. Mais au moins, c'est clair. Et le nom des auteurs quand même, parlons des auteurs. Vas-y. Eh bien, Fabrice Chazal, C'est moi-même, Fabrice Chazal et Julien Méchy qui est là. C'est votre premier jeu. Vous en avez... Non, oui. Non, moi j'ai déjà. Mon premier jeu va sortir en octobre dernier. Ouais. Unicorn, c'est 404. Et j'ai un jeu qui est chez Salty Night qui devrait être là d'ici la fin de l'année. Ok, donc il y a déjà des jeux qui vont arriver. Voilà, et moi j'en ai signé 4 qui sont en cours de développement. Donc pas des jeux sortis, mais quand même des jeux sortis, en cours de développement. certains qui sont en cours de développement, d'autres un peu en stand-by. C'est pas toujours simple. Oui, c'est un monde. Il y a tellement de propositions. On ne sait pas passer au signe que le jeu sort forcément. Donc il y a des délais, des fois il y a des ruptures, des fois. On a envie, mais ça aboutit pas toujours. Voilà, pour l'instant. Alors moi je trouve la proposition très intéressante. Photographe. En plus la pose d'ouvrier, la recherche de points d'optimisation. Si tu prends une carte Viviane Mayer ou Douaneau, c'est bon. Ah non mais là c'est le jeu, il est déjà vendu là pour lui. Ah oui, direct, clairement. En plus des jolies pièces. Hein. Bon. Ouais, non mais le plus important du jeu c'est les pièces pirates. Les pièces pirates dans un jeu de photographe. Je me souviens du nombre de photographes qu'il y avait sur les bateaux pirates. Ah oui, non. D'ailleurs, fallait pour. C'est tout ça. Non, c'est vraiment une proposition intéressante. Alors, je suis curieux. Une partie se joue en combien de temps à peu près? Avec des joueurs qui ont joué, qui ont l'habitude, on ne prend pas le cas de personnes qui découvrent. On est sur du 90 minutes. Quand on connaît bien le jeu, c'est 90 minutes à 4. Voilà, ok. À 4 joueurs. oui. À 4, oui. À 4 ça va plutôt vite alors. Alors, en termes de. Effectivement, il y a beaucoup d'actions. Quand on voit le matériel, on se dit oula, etc. Mais en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est tout est tellement logique qu'une fois qu'on a compris les actions principales, ça déroule. Voilà, dès qu'on a un peu une idée, on sait comment l'appliquer. Les choses vont être très compliquées. Il y en a un peu partout. Il y a plein de petites choses, mais c'est jamais très compliqué. Et la lisibilité, voilà, on perd pas trop de temps à voir telle information à gauche, à droite, faire la somme, recalculer. Ils n'ont jamais joué au jeu, ils sont à 15 minutes du tour. 15 minutes par tour. Il y a 9 tours. Ils n'ont jamais joué au jeu. Ouais. Ah bah c'est un bon, voilà, c'est déjà un bon retour, on voit que ça fonctionne bien. On est sur du placement d'ouvriers avec un système de points d'action. Donc en fait, je me positionne, je paye le coût de l'action. Prendre une photo, ça prend du temps. Donc je dépense du temps. Et on tourne jusqu'à ce que tous les joueurs aient épuisé leur temps et on passe au tour suivant. Donc des fois, pour un joueur, un tour peut aller très vite parce qu'au départ, on a 4 points d'action. S'il va sur une action où il dépense 3, il n'en reste plus qu'un, son tour il va vite être. Donc les actions ont un coût quand même. C'est pas. Non. C'est logique. Toujours pareil. Ça prend du temps d'organiser son exposition, ça prend du temps d'aller prendre une photo. Là, pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé à organiser leur exposition, ils sont en train de prendre les photos. Et après, ils vont les positionner dans le matériel 3D qui est l'exposition en fait. Ils vont les positionner dans les salles et ils vont devoir chaîner. Parce que, toujours pareil, c'est logique. Quand on fait une expo photo, on doit raconter une histoire. Et ça, on l'a matérialisé par le fait que les photos doivent se suivre logiquement. Et pour qu'elles se suivent logiquement, on doit faire concorder des symboles qui sont sur les cartes photos.
Donc on doit chaîner des symboles. Le chaînage. Voilà. Plus ton chaînage est long, évidemment, plus tu marques le pas. Oui, ok. Plus ton chaînage est dans la même couleur, plus tu marques le pas. Parce qu'il y a une cohérence dans l'expo. C'est juste dans la cohérence, non, super intéressant. Je suis curieux, j'attends de voir la concrétisation en espérant qu'elle. Ah, mais là, ça suscite l'intérêt. C'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus, de voir. La façon de la couleur du plateau, un peu, ça me fait penser à du Yann O'Toole, Lacerda et Carnegie. Ouais. C'est la clarté, le choix des couleurs qui est important, parce que des fois, c'est un prototype. Voilà. Et déjà, je vois qu'il y a un œil sur ça. L'expo est très blanche. Oui. Mais ça a l'air d'être assez clair. Et puis pareil, le fait de mettre l'expo en 3D. Oui. Au départ, on avait commencé à bosser sur le plateau classique en 2D. Mais ça faisait beaucoup de choses et autres. Et puis à un moment donné, j'ai dit à Julien, mais une expo, c'est une expo, on fait une expo. On met tout en 3D, on fait une expo. Et quand les photos sont positionnées, qu'on regarde les plateaux avec les expos, en plus, c'est joli. Et c'est vrai qu'en plus, ça permet de se distinguer par rapport aux autres jeux. On voit quelque chose qui est aménagé sur le board, ça intrigue, ça attire l'intérêt. Oui. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, en fait, voilà, il n'y a rien de cosmétique. Je ne me suis pas amusé à découper des plateaux 3D pour faire joli. C'est que ça a un intérêt aussi. Pour servir le jeu. Ouais. On a des cartes qu'on positionne aussi pour embellir l'exposition parce que on va acheter par exemple une sculpture qu'on va mettre à un endroit où on a des cartes d'architecture, donc on a un lien un petit peu sur ce qui se passe. Ouais. Et du coup, on va scorer plus cette carte parce qu'elle est en lien avec ce qu'on a mis dans la salle. Enfin, il y a des systèmes de scoring cohérents par rapport à Alors les systèmes de scoring, on va dire brièvement, vous avez un peu détaillé, c'est... Il y a deux systèmes de scoring. Il y a un scoring qui se fait tout au long de la partie parce que par moment, on va faire certaines choses qui vont nous permettre... Alors, les points ne sont pas des points. Le point est le spectateur qui vient dans l'expo. Donc on gagne les spectateurs. Oui, mais c'est ça aussi, parce que généralement, on a des points qui sont très abstraits, et là, on a une notion, effectivement, c'est un public, c'est des spectateurs. Ça marche avec le thème. Le point, c'est... Ça représente quelque chose. C'est ça, c'est la personne qui va venir voir l'exposition. Le scoring, donc il y a ces spectateurs qu'on va gagner au fur et à mesure d'une manière logique. Et le gros du scoring qui sera les points de l'exposition. Okay. Avec des choses qui permettent d'évoluer. Par exemple, en bas, là, il y a une grande piste qui est la piste de notoriété du photographe. Donc on va gagner en notoriété de manière logique, c'est-à-dire qu'on va remplir certains objectifs, on va faire certaines choses, on va gagner en notoriété, plus on avance sur la piste, plus on marquera de points en fin de partie. Et en avançant sur cette piste, on va récupérer des bonus, mais la piste a des chemins de traverse. C'est plus long pour avancer par les chemins de traverse, mais on gagne plus de bonus quand on passe par là. Mais on risque d'être un peu à la traîne pour les points en fin de partie parce qu'on a pris des bonus mais on n'est pas à l'élite. Donc il y a plein de petites choses comme ça, mais qui sont logiques parce qu'on va attirer du spectateur aussi dans une expo parce qu'on a de la notoriété. Oui. Donc une cohérence. Alors à qui s'adresse en termes, on dit toujours une catégorie un peu initiée, expert, on est plutôt sur les experts. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de modules, dire quelles actions va-t-on entreprendre et sur quelle stratégie. C'est ça. En fait, il y a pas... Oui, il y a beaucoup d'endroits où on peut se positionner, mais par contre, on a par exemple 6 zones, c'est de la prise de photo. Donc en fait, on sait quel type de photo on veut prendre parce qu'on va spécialiser dans quelque chose. On a des objectifs, on sait ce qu'on veut faire. Donc par exemple, on ne va pas aller prendre... par exemple, il y a 5 lieux, on sait qu'on ne va pas aller à ce lieu. Ouais. Est-ce qu'on doit faire ça? Donc déjà, on évacue immédiatement 5 choix. Donc ça recentre fortement les choses. Oui, effectivement, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a des points qu'on peut retirer de l'équation, effectivement, pour alléger un peu la prise de décision. Ouais. On a déjà épuré. Non, mais là, la provision, ça représente tout ce que j'aime. Tu vois, un plateau central avec une piste multiplicateur de score, ton plateau à toi, le thème qui est sympa, la photo qui est plutôt rare. Tu mets des photos dans l'expo et tu vois un peu ce que ça donne, tu vois. Oui, non, mais ça donne. Ouais. Tu vois, il a quand
essayer de faire un chaînage, tu vois, il essaye de raconter sa petite histoire, avec ses photos de nature, etc. Il y a 2 points, donc le chaînage démarre bien. Et après, en fonction de ce qu'il prend, on verra bien ce qui se passe. Et le dernier truc aussi qui est cohérent qu'on a mis, qui est marrant, c'est que là-bas, après la piste de tour de jeu, on a des pancartes qui sont droites, des petits trucs qui sont droits. Là, c'est une action, on va un peu communiquer sur notre expo auprès de journalistes. On a les journalistes et les meeples qui sont là-bas, qui sont des mêmes couleurs que les différentes photos que l'on prend. Donc là, c'est les jaunes, les bleus, les verts. Voilà. Et en fait, type de photographie. Et en fait, ceux qui seront majoritaires par rapport aux invitations qu'ils font aux journalistes récupéreront les journalistes et marqueront des points si la couleur du journaliste coïncide avec les photos qui ont été prises. Donc, mais écoute, ça a l'air. C'est pas compliqué, excellent. il y a plein de Oui, dans l'expert, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste la profusion, le fond du jeu. Voilà, non, ça a l'air très intéressant, franchement. J'ai hâte qu'il sorte. on aimerait bien qu'il sorte. Ça serait bien ça. Non, après c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément d'éditeurs aujourd'hui qui ont pas un catalogue plein, qui sont en attente de sortie, qui éditent ce genre de jeu. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas pléthore. Vous avez pris déjà quelques contacts, vous avez proposé votre prototype à quelques éditeurs et donc moi on va dire je suis complètement novice dans l'approche par rapport aux éditeurs et quel retour avez-vous eu Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est l'état du marché aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu saturé. L'état du marché sur du gros jeu, c'est souvent la localisation du jeu. Ah, la localisation. On a souvent le gros jeu, c'est pour ça qu'on va sûrement se tourner très rapidement vers l'étranger. C'est souvent des éditeurs allemands, américains, voire Europe de l'Est, etc. qui sortent ce type de jeu. Et quand on les a en français chez nous, c'est parce qu'ils ont été localisés par des éditeurs, mais ils n'ont pas été édités sur place. Donc en fait, c'est des partenariats entre des éditeurs. Il y a aussi une question de prise de risque, parce que déjà des jeux qui ont fait leurs preuves à l'étranger, internationalement, on sait que ça marchera et que les gens l'attendent. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on est dans notre petit état français, les prises de risque sont plus importantes. Et souvent les gros jeux, alors pas tous, mais souvent les gros jeux c'est des localisations. Mais on a quand même beaucoup d'auteurs à succès chez nous, donc c'est vrai que dans les gros jeux, on est quand même bien positionné en France dans la proposition. Mais sur du jeu expert, on va souvent entendre des noms allemands, des noms italiens. Il y a quelques auteurs français qui font du jeu expert, mais des auteurs très connus. On va souvent entendre du Feld, on va entendre du Rosenberg, on va entendre on va entendre des noms qui ne sont pas français. Oui. Mais d'ailleurs, le nom du jeu, parce que. Photographe, tout simplement. Pour l'instant, c'est ça. Après. Non, mais moi, ça mérite d'être clair. Voilà, on sait à quoi s'en tenir. Pour clarifier les choses immédiatement. Oui, c'est ça. On peut mettre, je pense, un petit sous-titre, mais photographe, moi, ça me va. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et, j'espère que ça va marcher. On vous souhaite donc bonne chance et bonne continuation pour petit moment de. Bon, continuons. Continuons. Alors, je dois annoncer quand même à nos chers abonnés que l'envie d'une bière se fait fortement irrépressible. Non, on doit faire le tour, Nico. La bière attendra. On va les demander. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Ah, de la bière, c'est sympa, ils sont juste là. Ouais, c'est ça, un prototype de bière. Bon. Ouh, il y a un matos qui a l'air pas mal là-bas. Allez. Le matos a l'air bien. Au niveau couleur, ça rappelle un peu Ibris dans l'idée. Non, mais je crois qu'il est quasiment même fait. Il y a déjà la boîte, le thermoformage, les plateaux et tout. Je pense qu'il est nickel. Ils ont l'air d'être étrangers, les créateurs. Mais c'est un vrai jeu, non? J'ai l'impression que c'est. On dirait. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. C'est vous l'auteur? Comment? Vous êtes l'auteur? Non, l'auteur c'est Simone Luciani. D'accord. C'est Luciani. Ça c'est les Italiens quoi. On va amener la boîte pour c'est un non-équipe. Ah oui, mais là on est plus dans le prototype, c'est un jeu qui va sortir bientôt, non? C'est un Kickstarter. Voilà, ça me parle. Ah ouais, je voyais le matériel, je me disais, il est magnifique. Ok, on se demandait. D'accord. Pas un prototype, it's not a prototype. It's a prototype. Still, yes. Still, yeah. Yeah, from the factory. Very finished. Sacré prototype.
Du coup, le principe du jeu, c'est quoi? C'est une forme de 3X où chacun contrôle une divinité. Donc là, il y a les Vikings, on a là-bas les Perses et là-bas les Égyptiens. Il y en a 2 autres qui sont jouables, 3 autres. Et chacun a sa propre terre, sur laquelle on va pouvoir aller chercher des ressources, des choses comme ça. Et on peut aller chercher sur les autres terres, parce que chaque fois qu'on collecte, eh ben, on met un jeton qui permet en fait de tarir la ressource en question. Vous voyez. Et donc avec ces ressources, on va faire des actions. On va pouvoir... les actions, c'est toutes celles-là. C'est un système où à chaque fois qu'on va bouger notre token pour faire une action, il va le faire, hop, il va choisir cette action. Comme elle est reliée avec la première, il met un cube. Il gagne la ressource qui est en dessous. Ah, il y a du chaînage. Voilà, il y a du chaînage. L'action, c'est d'aller chercher, c'est d'aller chercher des ressources en fonction des lieux avec des sanctuaires qu'on contrôle. 1, 2, 3. Donc là, on va prendre 1, 2, 3 ressources de notre choix, par exemple. Non, c'est pas comme ça, et là maintenant, on peut choisir une action supplémentaire en payant du mana. Le mana se débloque essentiellement en liant justement les actions qu'on... Vous voyez, si je vais là, je link, donc je récupère de mana. Ces manas servent à faire des actions supplémentaires, avec en plus les ressources, qui vont pouvoir améliorer les actions, pouvoir mettre des bâtiments, recruter, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Vous êtes content ou pas? Oui, c'est le Kickstarter, il était l'année dernière. Ouais, ça me parle le nom. Il était notamment avec les add-ons Barrage 1000, des pièces de métal, des pièces et des autres add-ons pour Newton, pour Lorenzo le Magnifique et autres. Donc, voilà. Et tu pouvais récupérer du coup toutes les add-ons à Essence cette année. Et t'en as qui sont encore en cours de livraison. Et le KS, je crois, va être livré cet été, la version retail d'ici la fin d'année. Bah écoutez, on va suivre ça avec délectation. Parce que oui, avec intérêt. Moi, tout me plaît là. Alors, t'as dit 3X, il manque un, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'explore. Ah, c'est pas l'exploration. Il y a l'extermination. Et l'extermination parce qu'on peut se bagarrer dès qu'on arrive sur la case. C'est bon, c'est pour moi. La bagarre se fait avec des cartes qu'on va aller choisir avec une action également. Il y a des cartes combat qui sont en rouge et des cartes défense qui sont en bleu. Voilà. Donc dès qu'il y a un combat, c'est simple, on choisit une carte. L'attaquant choisit une carte, le défenseur choisit une carte, on révèle, on compte la puissance qu'on a sur notre case, on compte la puissance qu'a l'adversaire et on additionne le chiffre qui est ici et potentiellement l'effet aussi de la carte. C'est le système un peu à la Boudrex quoi. Oui, un peu, effectivement. C'est pas... c'est de bon augure hein, parce que c'est un bon système. Oui, non, mais de toute façon, je suis preneur. Et donc il y a un système aussi à la Maracaibo. Il y a 3 pistes sur lesquelles on va augmenter avec le combat. Voilà, avec ça c'est les améliorations, effectivement. Et plus on monte, plus on va faire des points. On va avoir des multiplicateurs qui vont augmenter. Pour les points de fin de partie, il y a un système de contrat également qu'on peut faire en dépensant les ressources associées qui nous permettent de gagner des points de victoire, des actions supplémentaires, débloquer, améliorer des ressources, etc. Et la manière de mettre fin à la partie, c'est soit une personne arrive au bout d'une des tracks, ou un joueur a débloqué, a posé tous ces cubes sur ton plateau. Et donc un temps de jeu pour 4 personnes, ou plusieurs par personne 2h30, 2 heures et demie. Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, ça donne envie. Hein. Ouais, clairement. Bah, écoute, j'aurais dû le baquer. Mais bon, il sera bientôt chez une Crafting. Je pourrais préciser quand vous aurez monté la vidéo que c'est quand même Jonathan des Renards Ludiques qui vous a fait les règles. En fait, on a comment on appelle ça, des followers, c'est des suivants, en gros, des guerriers basiques. On va pouvoir débloquer des dieux, des mini-dieux, je sais pas comment ils les ont appelés. Des demi-dieux peut-être. Demi-dieux, en entourant en fait à chaque fois avec le cube les petits triangles qui sont là, on débloque. On va débloquer une capacité à chaque fois. Donc ça va nous apporter des capacités supplémentaires. Et on a aussi le gros dieu, donc là c'est Odin, qui va venir avec sa capacité juste ici et qui va permettre d'augmenter de 2 cases aussi sur chaque track. C'est asymétrique. Voilà, c'est asymétrique. Bon, merci pour toutes ces précisions. Hein. On a fait notre mieux avec ces... Voilà. Ouais, d'accord. Merci. Avec plaisir. Bon courage. Merci à vous, bonne continuation. Après, j'avoue qu'on est souvent drivé par le matériel un peu foisonnant et coloré. Donc, ça se trouve, on passe à côté de petites pépites.
Non, évidemment, le matériel ne fait pas tout. Mais quand même, tu sais que la personne essaie d'apporter le maximum de soins. Tout le monde n'est pas forcément cet œil un petit peu artistique. Tu peux avoir des jeux super moches qui où sont bien, sait s'entourer pour vraiment faire ce travail-là. Ouais, les cartes, elles ont l'air pas mal, là. Allez, continuons. Mais bon, ça reste un élément important, on va dire, pour essayer de se distinguer un peu du lot. Oui, il faut essayer d'attirer l'attention. Regarde, photographiquement. C'est quoi? Gévaudan, c'est avec la bête, ça. Alors, si c'est un jeu à rôle caché ou d'enquête, non merci. Hein. On sent qu'il y a quand même beaucoup de trucs de postes d'ouvriers avec des doubles plateaux, plateau central, plateau personnel. Moi, ça me parle, donc ça me gêne pas. Mais... Il y a du choix. Ah non, mais en plus, tu sens qu'ils ont vraiment travaillé leur prototype. Vraiment. Autant là, on était dans l'aventure avec un salon qui était assez énorme, et là, on est encore plus dans l'aventure et la découverte. Ah, mais c'est cool. La pyramide Sombre maudite. donjon, ça me parle, ça. Ça me fait penser un peu à Labyrinthe, présenté comme ça. Moi, j'aimais bien la proposition de Labyrinthe. Ça ressemble à Dungeon Twister? Ah oui, non, c'est pas des jeux pour toi, parce que là, je pense qu'il faut tourner les tuiles et faire des trucs. Non, arrêtez ça. Moi, j'aime bien, hein. Arrêtez ça. Tu vas te twister le cerveau. Ouais, il est pas mal celui-là, il est bien avancé aussi. Attends, j'ai envie d'aller voir. Ouais, effectivement, il attire l'œil. Ouais, le matériel est déjà bien avancé, les cartes sont jolies. Bonjour. Vous êtes l'auteur? Tu es l'auteur? Oui, oui. Ah ben voilà, profitons-en. Alors, ben oui, il y a quand même déjà une présentation. Ah oui, il y a une touche qui est magnifique. Là, pour nous, le jeu, il est quasiment fini. En fait, on a voulu faire un jeu sur l'Heroic Fantasy, donc un deck building avec de la conquête de territoire et de la gestion de ressources, mais tout en tournant un peu l'Heroic Fantasy et en le rendant un peu plus fun. Ouais. C'est vraiment le but des illustrations. Oui, il y a l'air d'avoir un côté un peu humoristique avec les illustrations. Alors, elles sont très très belles. Avec pas mal de refs sur tout ça. Donc c'était vraiment notre but. Et après, voilà, donc il y a les 5 peuples. C'est du classique d'Heroic Fantasy, les nains, les elfes, les magiciens, les hommes et les orques. Et leur but, en fait, ça va être de combattre le dragon du milieu, alors, en se combattant entre nous, pour reprendre le pouvoir sur le monde. Donc pour marquer des points, il faut battre le dragon, battre les autres peuples, battre des monstres qui sont en libre accès un peu partout sur la map. Et à la fin, c'est pas forcément celui qui gagne le dragon qui va gagner la partie, parce que le but c'est d'avoir des petits retournements de situation. Il y a des points bonus qui rentrent en fin de partie sur tout ça. Ouais, le jeu a bien avancé, donc ouais, il est prévu en sortie. Ouais, alors là, nous on est plutôt sur une campagne de crowdfunding normalement. On souhaiterait le faire. On est obligé de passer par là, quasiment. Voilà, et puis c'est surtout qu'en fait, on est deux. Moi, je m'occupe de toute la partie règles et visa et commercialisation, festival, etc. Réseaux sociaux, et lui il s'occupe de toute la partie graphisme. Okay. Donc, vu qu'on était deux, dès qu'on a commencé à parler un peu à des auteurs ou autres, on nous a dit si on passait par des éditeurs, il y a forcément quelque chose qui va clasher, soit les images, soit les règles. Donc on a voulu se dire on va au bout de notre projet. Pour nous c'est notre premier jeu. Le but c'est vraiment de pouvoir le sortir et de se dire on a réussi à aller au bout, ça fait un an et demi qu'on est dessus. Le jeu, franchement, déjà visuellement, vous avez dû payer quand même pour. Alors ça se joue en combien de temps? Alors, en fonction du nombre de joueurs, bien sûr. Ah oui, bien si entendu. on est 5, une partie classique, on va dire que c'est entre 1h et 1h25, 1h30. Ok. Et que après, en fonction, on descend un peu. Et après, pour les festivals, on a essayé d'adapter pour que ça soit plus rapide. Parce que dans la partie classique, il faut aller battre une Ouais. Et dans la partie festival, en fait, on fait juste un combat entre les deux peuples n'importe où sur la map et peuvent aller attaquer le dragon. Donc ça rend un peu plus facile le jeu et que du coup les gens puissent se tourner un peu plus rapidement. Voilà, et donc on va essayer de faire. Non, mais c'est vrai qu'on rejoint, j'ai l'impression, une approche, je vois un peu les créateurs, d'essayer de réduire le temps de jeu à quelque chose qui soit à peu près de 2 heures ou moins. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont intéressants, mais qui vont prendre trop de temps, qu'on va avoir du mal à sortir. On a envie d'y jouer, mais c'est trop contraignant, malheureusement. Exactement, nous c'était le but d'essayer de sortir un peu, de réduire le plus possible pour aller sur 1h25, 1h30. Aller à l'essentiel, pour passer un bon moment. Et après, le but, du coup, c'est quand vous jouez, en fait, vous faites 2 actions chacun pour que ça soit interactif. C'est-à-dire que même quand on est 5, on joue tout le temps. Parce qu'il y a 2 actions, 2 actions, 2 actions. Voilà, on n'attend pas passivement, exactement. On regarde ce qui se passe, on dit je peux profiter peut-être de quelque chose. Oui. C'est ça, voilà. Donc, parce qu'au début, on avait essayé de faire chacun son tour. C'est que quand on est le 5e, des fois on passe 20 minutes sans jouer. Ah, mais il y a des jeux, on va dire classiques, qui sont des succès, genre un Terraforming Mars, chacun fait sa petite truc. Ok, mais des fois c'est interminable. Voilà, donc là, c'était vraiment le but, c'était ça.
Alors le Bon, nom ben, des auteurs quand même. Moi je vois ça plein de bonnes intentions, il y a un vrai travail. Non, mais... Du coup, le nom, c'est moi, c'est Julien Zarcon et mon collaborateur, c'est Kenneth Gamas. Ok, ben, donc, bientôt peut-être sur les GameFound ou Kickstarter. Sur Ulule, du coup sur Ulule. Ok, c'est noté. Instagram, du coup, c'est Azaron avec un E. Il manque le E parce qu'on vient de changer il n'y a pas longtemps. Okay, ah ouais, vous avez changé, il vaut mieux un E. Du coup, voilà, on sera mais pourquoi un E là? Expliquez-nous. Parce qu'en fait, sur Google, quand on a sorti le jeu, Azaron comme ça passait. Maintenant, il y a un médicament qui s'appelle Azaron. Ah, on rajoute juste un E, comme ça, c'est bon. Ah, c'est la loose. Ça ne nous fait pas tout changer, on reste bah comme ouais, ça. non, mais... Donc ça nous fait une petite anecdote en plus. Ouais, et voilà, donc en mai, ça sera normalement sur Ulule et on a une page Instagram avec le Azaron. Bah écoute, super, bon courage parce que la proposition est sympa. Merci. Bon Désolé. courage. Bonne continuation. Bonjour. Vous êtes l'auteur du jeu? Oui. Ah. Alors qu'est-ce que ça propose là? Présentation, quand même. Ah bah oui, il n'y a pas de micro, pardon. Présentation du Est-ce que je mange ma bière ou pas? Non. Tout à l'heure, j'en veux. Bah, il y a une belle présentation là déjà directement, ça suscite l'intérêt. Oui, alors ça c'est bienvenue les marchands de Karanor. Ouais. Les joueurs incarnent des marchands dans le monde de Karanor du coup. Ouais. Et donc là, le plateau, c'est la carte du monde. Et chaque joueur va devoir. Le but du jeu, c'est de gagner le plus de points, d'arriver à 10 points de prestige avant les autres. Et c'est un jeu qui va mélanger gestion de ressources et aventure. Donc pour marquer ses points, on va devoir ouvrir des commerces dans les grandes villes, donc avec des ressources et de l'argent. On va pouvoir également avoir un petit côté aventure parce qu'il y a des habitants qui sont sur la carte. On va pouvoir les rencontrer, ils vont donner des quêtes de marchands, donc qui va de organiser une vente aux enchères pour les autres joueurs, corrompre les élus locaux ou même livrer un groupe de bardes en tournée. Bref, voilà. Et ce qui est sympa, c'est que comme nous sommes des marchands, tout est échangeable entre les joueurs. Il y a une interaction. Il y a une interaction. Le commerce et tout, ça c'est chouette. Et en fait, le prix des ressources n'est pas fixé par les jeux, il est fixé par le besoin des joueurs en fait. Ah, ça j'adore. Et en plus ça marche bien parce que tout est récoltable par tout le monde, mais comme c'est loin et ça prend du temps, on a vite envie d'aller les acheter aux autres joueurs et tout le monde a un peu cette problématique, donc ça négocie. Voilà. Donc c'est un jeu de négociation, de ressources, de... Voilà, c'est ça. Avec un petit fond d'aventure parce que les personnages ont une petite histoire au départ. Là, on a un enfant de marin, on a un aristocrate, on a un bon pote qui va sauver son pote de prison. Il y a un petit côté narratif. Alors c'est quoi, un Catan narratif, en gros, grossièrement, plus évolué? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que Catan, on peut rester un peu sur sa fin et peut-être... quelles sont un peu tes inspirations? Catan ou après, il y a tellement de propositions dans le genre? Moyen quand même, Catan, mais... Ouais, non, je dis ça parce que c'est ce qui va peut-être... un peu plus. Alors, plein de jeux de plateau mélangés, évidemment, et un peu jeux vidéo aussi, parce qu'il y a ce côté de rencontrer les habitants qui donnent des quêtes. Oui, il y a aussi ce côté... moi, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est les jeux multijoueurs en ligne, où, en fait, les gens se vendent des choses dans le jeu, mais ils fixent le prix en fait. Et si les autres n'achètent pas, ils vont baisser leur prix. C'est eux qui créent même l'économie. Voilà. Et ça, moi j'étais fasciné par ce truc et je me suis dit, ce serait très bien de faire ça dans les jeux de société. Bon, ça existe déjà plus ou moins, mais pas à cette ampleur-là où c'est vraiment important dans le jeu. Et justement, si ce sont les joueurs qui créent l'économie, est-ce que les joueurs ne peuvent pas justement dépasser les bornes ou essayer d'un coup de... Alors, bien sûr que non, ça a été testé plus de 300 fois. J'imagine bien, c'est pour ça que il y a des joueurs qui ont testé de, par exemple, récolter toutes les ressources de la banque pour les vendre après à des prix faramineux. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais voilà, c'est ça. Mais ça marche pas parce que ça prend trop de temps et ils sont en plus détestés et c'est important de ne pas se faire trop détester non plus. Il y a quand même un équilibrage. Il est quand même bien avancé, c'est un jeu qui est prévu pour... Ouais, alors en fait, j'auto-édite le jeu. Ok, ah oui. Et j'ai lancé une campagne Kickstarter fin novembre l'année dernière, il y a 2 mois quoi. Et oui, un petit manque de communication, mais on a quand même atteint l'objectif de financement. Super. Et principalement par les gens qui ont testé en festival parce que le jeu est bien. Et j'ai peut-être manqué aussi un peu de budget de communication, c'est mon premier jeu. Et donc du coup, théoriquement, il sera fabriqué en mai en Europe et livré aux backers en juillet. Et j'espère une sortie boutique à la fin de l'année si c'est possible. Et c'est un peu ma raison de ma présence ici. Ça semble plutôt bien engagé là. Donc après avoir directement, mais... Là, c'est un jeu qui donne envie, hein. Tu vois le matériel, on en parle, mais le plateau est joli. Moi, ça me parle. Beau choix de couleurs. Merci. Excellent. Et alors, du coup, ton nom? Moi, c'est Rémi de Le Noir. Voilà, c'est mon premier jeu du coup. Voilà, ça a l'air d'être encore une bonne
proposition. C'est le premier jeu qui est sorti de mon garage, quoi. Voilà, bah, comme souvent les premiers jeux. Et si ta campagne a marché, tant mieux, parce que c'est vrai que je sois sur Kickstarter. Je pose une question un petit peu à chacun, c'est le temps de jeu estimé. Alors le temps de jeu estimé entre 1 heure et 1 heure et quart, en fonction du nombre de joueurs et de leur propension à négocier. Et ça peut être long, hein, je pense à Twilight Imperium ou d'autres choses où on a envie de négocier, mais ça peut prendre du temps. C'est ça. 1 heure, 1 heure et quart à peu près, et voilà, c'est ça la question. Donc c'est pas très long finalement, on arrive à quelque chose d'assez compact. Avec des règles assez simples, et une profondeur de jeu plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même 4 manières différentes de scorer, on peut... voilà, il y a plein de petits bonus qu'on peut débloquer ou non, parce que c'est quand même une course au final. Donc avec des règles assez simples, c'est pour ça j'aurais expliqué les règles, mais je suis parti prendre une bière parce qu'en fait, alors il y a quand même un petit peu de règles à intégrer, mais une fois que c'est lancé, il n'y a jamais besoin de revenir parce qu'il n'y a pas d'exception en fait. Donc une fois qu'on a trouvé les règles. Ça c'est bien de ne pas avoir d'exception. Et ça aussi, en fait, je vois rejoindre quand il y a trop d'exceptions, les règles sont plutôt claires, mais il y a tellement après de points à se rappeler et qui freinent finalement la fluidité du jeu. Et là, l'intérêt du jeu, c'est quand même un peu l'immersion, parce qu'on joue les marchands et il y a des histoires et tout. Et, si on fait la fin de partie, on finit le tour. Il y a quand même des questions, mais... c'est normal. À la fin de partie, donc du coup, la règle de fin de partie, c'est dès qu'un joueur arrive à 5, on finit le tour en cours. Par contre, on finit le tour, qui a commencé à jouer. Donc c'est forcément toi qui finiras la partie. Voilà, pour que tout le monde joue le même nombre de tours et que ce soit équilibré. Petite règle aussi, il ne fallait pas me poser la question maintenant. Lorsqu'un joueur, c'est juste que je ne l'ai pas expliqué au début, quand la fin de partie est déclenchée, plus d'échange. Dès qu'un joueur arrive au nombre max, il n'y a plus de troc. Okay. C'est les seules questions qu'on lui a posées de toute la mais pas de problème, tu peux en poser. Et s'il y a égalité entre les joueurs, c'est les pièces en banque qui départagent les gagnants. Si je n'aurais pas expliqué la condition de victoire en même temps. Il y en a un qui a l'air déçu là, avec le troc à la fin. Il avait misé tout son gameplay là-dessus, et à la fin, non, tu peux. Ah, il s'y attendait pas, mince. Bon, bah j'espère le voir à la fin de l'année, t'as dit, t'espérais fin d'année en boutique, alors là il est toujours en précommande possible jusqu'à sa fabrication en mai. Et voilà. C'est pas fait encore. Mais, on peut toujours le let's pledger quoi. Voilà, il y a toujours un let's pledge qui est ouvert. Et la sortie boutique, j'espère, mais il n'y a rien de concret quoi. C'est mon premier jeu, c'est un autre niveau d'auto-éditeur. Envoyer un jeu qui est précommandé, ça va. Après, une sortie boutique, il faut avoir des jeux plus solides quoi. Ça a l'air sympa, franchement j'aime bien le matos, il est joli, clair, net, beau choix de couleurs, parce que des fois les couleurs sont un peu ternes, moi c'est un beau choix de couleurs. Je le dirai à mon graphiste. Bah, tu peux, c'est vrai qu'ils sont importants aussi les designers dans les jeux, on les oublie un peu souvent mais ils sont importants. Voilà. Ben, merci de ton temps. Merci à toi. Et puis si jamais vous arrêtez de filmer et vous avez le temps de tester, c'est avec plaisir. Ouais. Oui. Présente-toi. On est le studio Kesa, du coup avec Victor, donc Serdian et Victor, donc on est les co-auteurs de Légende of Bonia. Et du coup c'est un univers où en fait on va jouer avec les esprits. Et le but du jeu c'est tout simplement d'arriver derrière avec un de nos personnages et c'est gagné, tout simplement. Ouais, tout simplement, ça a l'air pas si simple. On a l'impression que c'est pas simple, mais au final il suffit de bien appréhender les hexagones. Donc une fois qu'on a bien compris le pattern des hexagones, après ça va tout seul en fait. On a des enfants de 7, 8 ans qui ont déjà joué et qui y arrivent très bien, donc il n'y a pas de raison. Le but c'est vraiment de rentrer dans le jeu, de bien comprendre par exemple si je prends les cartes, on a vraiment tous les motifs qui sont expliqués sur les cartes. Donc si on suit vraiment le chemin, c'est un compliqué, on l'applique sur le terrain et c'est fini quoi. Donc là par exemple, si tout est indiqué directement. Tout est indiqué, c'est-à-dire qu'on a une petite explication au cas où si on ne comprend pas les icônes. Mais petite remarque vite fait, c'est écrit un peu petit. C'est écrit un peu petit. À ce moment, ça c'est. Ah non, mais moi, c'est la première remarque. Moi, je suis bigueux, j'ai pas de lunettes. Malheureusement, c'était le compromis un petit peu. On n'est pas obligé de lire, c'est-à-dire que c'est vraiment une aide. Oui. Il y a les symboles. Le but, c'est de vraiment faire la lecture des symboles. Et au bout d'un moment, on les connaît par cœur. C'est-à-dire que. C'est super. Voilà, on les décrypte et après, on s'en souvient assez facilement. Parce qu'il y a des jeux. Alors je ne sais plus lesquels exactement, mais on sait que c'est les symboles, on les comprend, mais chaque fois je reprends la règle du jeu pour essayer de me dire « Ah mais c'était ça, j'arrive pas à décrypter, à me souvenir, à faire le rappel. » C'est ça. Là, globalement, on est parti du constat que justement, on vient de l'univers jeu vidéo à la base. Donc les jeux de société, on connaît un peu,
On a commencé avec Seven Wonders, voilà, des gros classiques, enfin, des nouveaux gros classiques, j'ai envie de dire. Voilà. Mais derrière, on s'est dit on va adapter quelque chose de très simple, mais en même temps très profond. C'était un peu le challenge qu'on voulait faire. Et derrière, du coup, on a utilisé vraiment les pictogrammes derrière. Donc celle-ci, par exemple, elle permet de, avec un nombre illimité de cases, de bouger un rêveur. Le rêveur, c'est nos petits personnages. Donc tu là, voilà. Ils sont déjà moulés. C'est ça, c'est de la résine. Donc tout est fait maison, tout est fait à la main. Donc rouler sous les aisselles. Non, quand même pas, mais, ouais, l'idée c'est de réussir à faire un beau proto et de donner envie en fait aux enfants, aux jeunes adultes. Mais l'intérêt c'est important, dès qu'on voit quelques figurines comme ça, on voit le plateau, ça a attiré effectivement notre attention directement. C'est ce qu'on voulait un petit peu et attirer la curiosité, faire aimer aussi un jeu de figurines, mais surtout un jeu de placement abstrait, un peu comme les jeux d'échecs. Mais en même temps moderniser un peu tout ça avec un peu les choses qu'on connaît de nos jours, les League of Legends, Hearthstone, des choses comme donc, des cartes, deck building, donc mettre un peu tout ça dans le jeu, des créatures. Voilà, pour en donc faire on voit un à jeu. peu près les inspirations. Est-ce que tu penses à d'autres jeux qui ont pu un peu t'inspirer de celui-ci? Globalement, c'est ce que je viens de citer. Également, par exemple, Clash Royale, par exemple, qui est sur un jeu oui, mobile. voilà, en jeu vidéo. Donc, c'est carrément une inspiration aussi. Là, donc, effectivement, on fait amener ces troupes en mode automatique qui vont avancer, justement arriver au but qui atteindre le camp adverse. Globalement, c'est ça. Et puis le matériel, il n'y a pas l'air d'avoir de confusion. Tu as le plateau, les figurines et quelques cartes. C'est ça. C'est un mixeur, on a mélangé tout ça. Et voilà. C'est le jeu qui est Il y a une petite rapide. question. Ouais, je crois qu'il y a une question. Pardon? Non, il me semblait qu'il y avait une question. Il a l'air dubitatif, je sais pas. Après, il y en a qui sont plus ou moins familiarisés. Il y en a qui vont arriver très facilement. Plus difficilement pour d'autres, forcément. C'est accessible, mais déjà il faut bien aimer en fait le jeu de déplacement et vraiment le placement. C'est très important. Ça me fait penser, je me trompe pas, non, de Skytier, non? Un petit peu aussi. Voilà, moi, je me considérais plutôt comme un jeu d'échecs, vraiment. D'accord. Vraiment, ça. Le jeu abstrait, tu as dit le jeu abstrait un petit peu. C'est ça. C'est vraiment un jeu de placement de dames, d'échecs, mais avec toute la possibilité du coup que apportent les cartes, sans la complexité des jeux d'échecs d'ailleurs de retenir ce qui, par exemple, de X coups en avance. On n'a pas on n'a pas cela. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire parce qu'il y a aussi le côté les cartes on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on a 3 cartes en main et le reste c'est un tirage. Donc espérer que la bonne carte tombe après, c'est compliqué. Du coup, il y a un petit jeu d'hasard. Alors, on a quand même un avantage à connaître un petit peu son deck, un peu les cartes à venir. Voilà, c'est ça. On anticipe un petit peu ce qui peut arriver dans sa stratégie. On anticipe, voilà. Et on essaie de compter. Il y a un petit côté poker. Oui, Donc, ça me va. Ouais, aussi. Donc le but c'est ça. Je sais que par exemple les joueurs qui sont arrivés hier, voilà, ils ont gagné. Le créateur, c'est pas mal. On sent qu'il a eu plaisir. L'humiliation, tu vois, tu l'as fait le jeu, mais je t'ai appris avec la fatigue. Ouais, c'est ça. Et t'es 3h30 du matin. Et alors le public plutôt ciblé, c'est quoi? C'est que voilà, ils reviennent et ils veulent retester. Et ça nous donne le gros sourire et on espère que. Ah mais c'est principal, avoir une expérience satisfaisante que la personne ait envie d'y rejouer. C'est ça. Donner un goût de reviens-y, c'est toujours bon dans un jeu, parce qu'il y a tellement de jeux que tu fais une fois. La durée d'une partie, tu l'estimes à combien? Normalement, c'est-à-dire si la première est toujours longue. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ce que les joueurs font. Il y a peut-être des erreurs que je ne regarde pas là parce que derrière il faut vraiment rentrer dans le jeu. Donc des joueurs par exemple comme on a accueilli ce jeu hier, ils n'ont qu'une envie, c'est de se remettre dans le jeu, de gagner et de faire une partie de 10 minutes quoi. Ah oui, 10 minutes, voilà, 10 minutes, un quart d'heure maximum. Ça clash à direct, bam bam bam. Tu l'as pensé pour qu'il soit vraiment rapide et enchaîner les parties. C'est vraiment Clash Royale, on est vraiment dedans. Mais ça c'est sympa aussi, c'est le jeu que t'enchaînes. On a même développé une petite application, donc ça veut dire que derrière en fait on va faire un stress aux joueurs. C'est-à-dire qu'on a notre petite application, on va la mettre là par exemple, et on va forcer le joueur par exemple à jouer. Ça veut dire que derrière il a 7 minutes pour finir.
dire là, le Ah, temps, comme il les commence. échecs. Exactement. Ouais. C'est-à-dire là, j'ai fini mon tour. C'est au joueur d'après de jouer. Voilà. Ah oui, Et arrivé à 0, c'est fini. Je crois que j'ai jamais vu ça, à part les échecs. Ça. Je connais pas de jeu. Mais nous, on adore ça parce que du coup, en fait, le jour, si on regarde bien, par exemple, les jeux d'échecs sont revenus à la mode grâce au Blitz. On a beau aimer le Blitz ou pas, mais avec une IA en fait qui devient super puissante, jouer contre un ordinateur, c'est moins funky. Mais jouer au Blitz, ça permet de faire des erreurs. Et du coup, de jouer rapidement. Bon, après, forcément, ils deviennent de plus en plus forts, les joueurs. Mais à un autre niveau, par exemple, qui sont des petits joueurs, bah, du coup, on arrive à s'amuser. Et c'est ce qu'on voulait retranscrire, s'amuser. Et ne pas forcément trop réfléchir. En fait, je te rejoins totalement. Là, j'ai critiqué avec quelques jeux qui étaient très riches, très intéressants, mais qui me faisaient fondre le cerveau, et pas dans le bon sens du terme. Et même avec l'expérience, je me dis, mais je sors d'expérience éreintée. Je me dis, bon, voilà, ok, je vais pas forcément relancer directement une partie du même genre, et que tu as quand même une question de plaisir de jeu, tu as une question de stratégie, mais faut rester raisonnable quelque part. Un jeu rapide comme ça, c'est intéressant. Hein, bah, tu vois, le joueur a fait une petite erreur. Et ouais, donc je disais, le matériel est quand même bien foutu. Donc, le plateau, les figurines. Pour l'instant, tu as une idée d'une sortie ou ça reste compliqué, tu sais. Et voilà, fin de partie, le deal il est rentré. Bravo. Donc l'idée de sortie, j'aime bien. Bah voilà, on a un premier retour. Vous l'avez fait en combien de temps la partie? On a essayé le temps d'une demi-heure, je pense. D'acquérir tout. Pour une première partie. Ça va. Oui, c'est ça, c'est un petit peu le temps d'apprentissage. Ah bah c'est normal. Hein. Et c'est chouette. Ça prend vite, c'est assez fluide, moi je trouve. C'est les échecs un peu fun, un peu c'est rigolo. chaque lore. Les échecs, je le considère voilà, comme un jeu d'échecs également. Donc, parce que c'est ce qui revient aussi. En tout cas, pour tous ceux qui ont connu les jeux d'échecs, bien entendu. Et pour la nouvelle génération, bah, c'est tout ce qui est Clash Royale et d'autres jeux de déplacement également. Donc, voilà. Bah, merci en tout cas. Merci à toi. Et ben on va s'en faire une. On peut s'en faire une, allez. Ah bah allez, on va s'en faire une. Hein. Attends, on est là. Voilà. Bon, bah on est chaud. Hein. Allez, on va essayer. Hein. C'est parti, on va tester. Tout est bien qui finit bien. Cannes, dernier jour, 9h du matin. Salut Nico. Salut Nico. Bienvenue à tous en cette belle magnifique pareil, journée cannoise. Regardez-moi ce cadre magnifique. Le Martinez, le Marriott, le Carlton, la Croisette. On est plutôt pas mal, même si on a une grosse déception en cette journée. Tu veux en parler, mon cher Nico? Oui, on n'avait pas pris les billets à l'avance. Bon, bien mal nous en a pris, mais normalement la billetterie était ouverte, n'était pas censée avoir des places limitées. Mais victime de son succès, donc on se retrouve à faire la queue monumentale. Voilà, il y avait du monde aujourd'hui, on était samedi. Et au moment d'arriver à l'entrée, on voit la billetterie, le site déconnait ce matin, donc je voulais prendre avant de partir juste pour m'enregistrer. Et puis je vois que ça s'affiche, au lieu de 10h pour l'entrée du billet, il marque séance 18h. Je me dis bon, après c'est peut-être un bug, pourquoi ils indiqueraient 18h puisque le salon ferme à 19h? Non, c'est simplement qu'on ne pouvait plus prendre de billets, mais tu pouvais prendre pour 18h. Donc quelque part, au lieu de dire non, c'est fermé pour aujourd'hui, mais ils te laissaient acheter un billet pour 18h, que ça ferme à 19h, juste pour aujourd'hui. Bon, un peu de foutage de gueule, j'ai l'impression. Et voilà, donc on a perdu notre journée, on est venu de loin. Et voilà, c'était pas du tout prévu qu'ils puissent avoir une limite de billets. Je pense donc eux victimes de leur succès. Pour moi, c'est l'hypothèse, je ne sais pas quelle est l'organisation exactement, mais pour nous, le résultat, c'est le même, c'est qu'on n'a pas pu rentrer et on n'a pas pu gérer notre journée comme on l'avait prévu. Donc c'est malheureux, c'est ainsi, on va faire avec. Je trouve ça bizarre quand même qu'ils ferment la billetterie. Alors déjà, dites-le sur votre site que c'est réservation quasi obligatoire. Bon, tu fermes la billetterie, je veux bien, il y a trop de monde, mais
Ils faisaient comment les années d'avant? Comme c'était gratuit. Ah non, non, c'est gratuit, mais il n'y a plus de monde, vous rentrez pas. J'ai pas souvenir d'avoir entendu des gens dire oh, on s'est fait refouler à l'entrée. Donc c'était un peu particulier, ouais, cette façon de faire. Et puis même pas de nous indiquer, parce que la queue, je vous ai dit, elle était extrêmement longue. Il n'y avait aucun organisateur qui venait en nous disant ah ben les billets, il n'y en a plus. Donc il a fallu que j'aille à la billetterie. Et la personne me dit non mais il n'y a plus de billets. Alors au début j'ai pas compris, j'ai dit comment ça il n'y a plus de billets? Non, non, il n'y a plus de billets. Donc hier quand j'en ai acheté un pour le jour d'hier, j'ai demandé un pass de jour. Elle me dit non, non, on fait qu'au jour le jour. Alors, on va faire quand même un petit débriefing. On va parler surtout du positif, de la journée d'hier. Toi, Nico, donc hier, petit bilan. Alors, c'était mon On l'a déjà premier, fait, excuse-moi, on a fait un bilan déjà dans la soirée, mais maintenant un petit peu avec réflexion, tête reposée. Moins à vif, on va dire. Voilà, nous on aime bien les avis à vif, avec le recul aujourd'hui. Non, superbe journée. Moi, c'est la première fois que je venais à Cannes. Je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Alors, un gros salon, ouais, oui, mais j'étais estomaqué déjà par le monde, mais par la proposition. C'est les limites trop. C'est pour ça que je suis un peu frustré parce qu'une journée hier, la journée d'hier, nous a pas suffi. En plus, on a dû filmer un peu. En plus, on était censé faire une partie d'Arc Nova aujourd'hui à 1h, tu vois. Eh oui, on s'était peut-être réservé une table parce qu'on savait qu'il allait y avoir du monde. on pourra pas tester Arc Nova. Et voilà, une certaine Sophie qui se reconnaîtra nous a aimablement proposé voilà, de peut-être réserver une table. Et je lui avais dit que si on ne pouvait pas venir, je les préviendrais, enfin je dirais à 18h, enfin à 13h. Eh ben pas du tout. Désolé Sophie. Hein. Donc voilà, non, mais très bonne expérience. J'ai surtout moi vraiment adoré le. Alors là on dit limite on a loué le Airbnb pour rien, tu vois, on a perdu une journée, mais ça nous a permis quand même d'aller au off. Hier soir on en a parlé, mais le off j'ai trouvé ça exceptionnel quoi. Là, alors voilà un petit bilan du off parce qu'on va en parler. Vous allez voir ce qu'on a enregistré, mais on n'a pas tout enregistré. Il y a eu beaucoup d'échanges en dehors de la caméra parce que. Voilà, ça met une certaine condition. On a une caméra, donc c'est un peu moins spontané. Et je m'excuse aussi pour ceux qu'on a. Enfin, voilà, on avait dit on viendrait les voir et on n'a pas pu revoir tout le monde. Il y avait vraiment du monde et enfin du monde. C'était plein. Vous verrez ça à l'image. Et le temps d'échanger, on s'est dit bon, ça va, on va passer peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et des fois c'est. On est resté, voilà, je crois qu'on est resté 1h30 sur une table. Ouais, le off, c'est vrai que nous on s'attendait à ce qui est des jeux classiques, on va dire. Alors non, ça porte bien son nom, le off. Donc que des prototypes, énormément de choix. Je pense qu'il y avait une centaine de jeux différents. Et puis nous on est arrivé à quasiment 11h. On est parti quand il fermait, alors à 4h du matin, moi je trouve ça exceptionnel, hein, tu vois, de pouvoir jouer jusqu'à 4h du matin avec du monde, de la bière, que demande le peuple. Moi, rien que pour le off, je regrette pas d'être venu, même si malheureusement ce matin on va un peu partir la queue entre les jambes, mais rien que pour le off, ouais, j'ai trouvé ça superbe. Ouais, non, c'était vraiment une surprise. On ne s'attendait pas trop pour le off. À quoi s'attendre? Puis quand on est arrivé, c'était bondé. Il y avait, bon, comment on va gérer ça? Est-ce qu'on va avoir des places? Et je dirais, étonnamment, malgré la foule qu'il pouvait avoir, ce soit dans le festival classique et dans le off, en prenant simplement le temps, chacun a pris le temps, il y avait des échanges. Oui, j'ai l'impression que surtout dans l'off, chaque créateur a eu quand même un public, chaque table était... Oui, il n'y avait aucune table vide, ça c'est vraiment aucune table vide. Je pense. Donc c'était une réussite, je pense, pour ceux qui venaient découvrir des jeux, pour ceux qui venaient les présenter. Ouais, il y a eu une espèce pas de magie, mais... J'ai failli tomber sur... Attention. En direct. Voilà, regardez, je prends des risques pour vous, alors abonnez-vous, ouais, sérieusement, hein, sinon je tombe pour de vrai. Voilà. Tu peux plonger là pour la fin de la vidéo. Non, mais c'était quand même vraiment une super expérience. Bon, on n'a pas pu, comme je disais, pas pu tout faire, mais c'est compliqué. Mais je dirais c'était même l'offre pour un peu développer. C'est vraiment la passion qui animait les personnes qu'on a vues, vraiment ce plaisir de pouvoir faire une proposition, dire voilà, je veux faire un échange, je vous propose cette expérience et il y avait une convergence aussi d'une vision quelque part du développement du jeu en général. Et moi-même, je me posais la question quand j'ai lancé un peu la chaîne ou même la passion qu'on peut avoir pour le jeu, de dire bon, quel sens ça a dans la vie un peu de chacun. Et quand je vois leurs propositions, c'est vraiment une espèce d'engagement, je dirais pas social. On vit dans une société, mais oui, jeu de société. C'est social. Hein. Mais cette envie de chacun d'avancer vers une expérience collective. Alors c'est un peu large, c'est un peu nébuleux, mais tu vois notamment ne pas perdre les éléments clés.
si on reste dans le jeu de société proprement dit, c'est-à-dire ne pas perdre de temps inutilement. Ouais. Dans le sens où la plupart des jeux proposaient une expérience de jeu, bon, moins d'1 heure, ou d'autres, dire pour un jeu avec une proposition assez sérieuse et évoluée, 1h30, 2 heures. La plupart essaient de s'en tenir à ce cadre-là. Et c'était... Après, ce qu'ils ont réussi, comme on les a pas appréciable. testés, on ne sait pas. Parce qu'il y a, oui, alors on n'a pas pu tester et juger sur pièce les promesses. Il faudra les acheter quand ils sortiront, les jeux. Les jeux n'étaient pas non plus finis, peut-être sont-ils un peu plus lourds. Certains étaient en état plus avancé que d'autres, mais... Ouais, mais puis tu voyais l'amour qu'ils proposaient, parce que la plupart des jeux, il y avait une prolifération de matériel, alors en plus souvent prototypes basiques, donc ils ont découpé eux-mêmes des cartes. Il y en a un qui a pris des Lego pour remplacer ses figurines. Ils sont vraiment embêtés à faire des plateaux, donner envie visuellement, hein, parce que tu vois une feuille toute blanche avec des dessins faits à la va-vite, mais ça donne quand même envie, puisque il y avait beaucoup de jeux avec une identité propre. J'y suis arrivé. Ouf. Oui, il y avait ce travail de beaucoup, voilà, avaient fait ce travail un peu d'illustration, pas tous, hein, donc je ne vais pas non plus critiquer ceux qui n'ont peut-être pas pris cette peine ou c'était un peu plus difficile pour eux parce que tout le monde n'a pas le sens d'illustration, les bonnes personnes pour essayer d'aider dans leur entreprise. Mais il y avait cette conscience d'essayer d'attirer l'attention et ce plaisir un petit peu d'avoir un support, parce que le jeu de société, ça reste aussi un support, d'avoir quelque chose dans les mains, physique, et avec une présentation, et c'est pas qu'une abstraction. Il y a le plaisir du matériel. Le plaisir du matériel. D'avoir des belles pièces en main, c'est... Je vais pas faire de blagues, mais j'en avais... Non, mais sans avoir un excès, d'avoir un beau produit... Et puis c'est aussi d'avoir une illustration aussi de l'univers, je veux dire tout de suite d'avoir un contact avec l'univers par l'illustration. C'est un des premiers, en fait on dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, mais le premier contact que tu as avec un jeu, c'est souvent le matériel. C'est ça, oui, donc, tout à fait. C'est vrai que, alors ça ne veut pas dire que un jeu faut qu'il soit absolument beau, hein. On en a fait des jeux moches qui sont bien. Oui, c'est comme pour les jeux vidéo, les jeux indés et autres, ils ne sont pas toujours beaux, mais on est tellement plus content quand le jeu est satisfaisant. S'il associe la forme et le fond, oui, ça c'est parfait. Après. On va dire c'est un peu plus agréable quand tu rentres, quand tu rentres en contact avec une personne plutôt qu'avec un gars complètement débraillé qui crache par terre, et voir quelqu'un qui... J'ai senti le regard accusateur, vous ne le voyez pas, il est derrière la caméra, mais je l'ai senti. Mais c'est un premier contact, et puis même au-delà du premier contact, souvent les jeux, on va y rester quand même un moment avec eux, on va passer plusieurs heures, on va y rejouer. Et ce contact visuel... Ça dépend des jeux, on va y rejouer, ça dépend des jeux. C'est important. Et on voit c'est pris vraiment en considération par la plupart. Ouais, non, le off, vraiment très bien. Très bonne surprise. Je vous dis, chaleureux, l'ambiance, tous les créateurs étaient passionnés. En plus, dès qu'ils nous voyaient un peu filmer, ils sont venus parler... d'eux-mêmes, de leur création, avec normal. Il y a aussi toujours un peu de réserve. On a réussi donc à entrer un peu en contact, mais on ne sait pas trop. Les créateurs. Alors là, il suffit d'un peu de choses, comme dans la vie de tous les jours, pour dire tiens, un petit bonjour, un petit truc, et puis on commence un peu à parler, et puis on voit qu'on a des choses à se dire. C'est un domaine de passionnés. Alors je dirais que c'est plus du tout un loisir de niche maintenant, il suffit de voir le monde qu'il y a aujourd'hui. Hein, mais c'est un peu délicat, c'est comme quand tu vas aller dans un salon littéraire, c'est que si tu connais pas, parce qu'on ne connaissait rien, aucun des jeux, donc tu sais pas, tu vas aborder quelqu'un, mais est-ce que le jeu, est-ce que tu vas avoir quelque chose à dire? Est-ce que ça va susciter chez toi? Et on va dire, il y en avait tellement. Donc c'est vraiment complètement au feeling, au pif, dire bon voilà, un regard, un truc présenté sur la table, une occasion, et puis à voir ce que ça donnait. Et je te dis, c'est comme une œuvre littéraire. On n'aime pas tous les livres, on n'aime pas forcément tous les univers, mais même si, par exemple, la proposition n'est peut-être pas à ton goût, il y a quand même ce plaisir de contact et de la découverte. Tout à fait. Donc, je pense que ça pourrait être le mot de la fin, parce que je ne vois pas trop quoi dire de plus. Hein. On ne va pas revenir sur la déception d'aujourd'hui. Hein. Non, on va mettre ça de côté, on a fait un petit bilan là-dessus. C'est quand même un petit... Je ne vais pas mettre le carton rouge, mais le petit carton jaune. C'est le premier avertissement. Voilà. Oui, parce qu'en fait, tu comptes revenir, c'est pour ça. Moi, j'étais dans une réaction beaucoup plus extrême. Après, c'est la nature de chacun, de dire bon... Vous voulez gérer ça comme ça? Moi, j'avais prévu la journée, on avait investi... Je suis dégoûté, il ne faut pas croire, je suis dégoûté. Mais... Alors, on n'a pas prévu assez parce qu'il a fallu réserver, mais on ne s'est pas du tout attendu. Je n'avais même pas imaginé que la billetterie allait fermer. Puisqu'il y a eu des éditions précédentes. Gratuites en plus. Ça m'est même pas venu à l'esprit qu'il fermait la billetterie. Donc c'était peut-être arrivé, vous nous dire en commentaire si c'est arrivé les années précédentes. Peut-être que ça a explosé aussi la fréquentation parce qu'il y avait aussi The Furious Cucumber.
Ah mais oui, mais c'est ça, ils sont venus tous pour nous. Ça, tu vois, Alors t'imagines, c'est comme le festival de Cannes, tu t'attends Georges Clooney, ouais Georges Clooney, il est où? Et c'est Georges Clooney qui est remballé parce qu'il n'a pas prévu son invitation. Georges qui? Georges qui? Georges Clooney? Ah, tu veux dire Nicolas Bouvier, ouais. Ah oui, c'est le même. Ton sosie. C'est mon sosie. Il m'a tout recopié. Oui, c'est ça. Non. Il m'a tout pompé. Enfin, il te doit tout. Pas tout. Non, mais... Ça sera coupé au montage, ne vous inquiétez oui, pas. Donc voilà, bah, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures, alors pas cannoises. Spoiler alerte, dans 2 semaines, nous serons au premier festival de jeux de Mondragon. Je pense que ça va faire mal de passer de ça au festival de Mondragon, mais très bonne initiative de quelle que soit, on va dire, la taille de la proposition, c'est comme un jeu, tu as des petits jeux, des moyens jeux, des grands jeux. Moi, le tout, c'est toujours prendre plaisir ensemble. On va y aller avec bonheur et on vous fera une vidéo. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu, s'il y aura des créateurs ou pas. Mais, et même, je dirais, quand c'est un peu plus intimiste, bah, c'est peut-être aussi plus intéressant. C'est comme un salon du couteau. Moi, j'ai fait des gros salons et des salons un peu plus intimistes. Tu as le temps de discuter avec l'artisan, t'es pas bousculé par la foule, des gens qui se ruent sur une table pour avoir ce couteau-là. Ouais, j'étais passionné de couteau, voilà. Je bois, je fume, je joue aux jeux de société. Donc voilà, il faut lui proposer la prochaine fois un jeu avec des couteaux. Putain, mais il y a Shogun au katana qui est sorti là où tu fabriques des katanas. Ça, tu vois, l'univers me plaît. Mais un jeu où tu dois faire, genre dans le monde. Mais toi, tu veux des vrais couteaux. Ouais. À l'ancienne. À l'ancienne, non, des couteaux pliants. Ouais, c'est comme le jeu avec la main, là, où tu tapes là, comme ça sur la table. Avec la main où tu tapes avec la table. Mais oui, tu écartes les doigts. Ah, comme dans Alien. Ah, tu l'as pas fait celui-là? Aliens. Si, je l'ai fait, mais avec un couteau factice rétractable. Au cas où je me foire. Ah. Voilà, c'est tout. C'était passionnant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette digression totalement inutile, mais qui était avec plaisir. Voilà, c'est sorti du cœur. Allez, le plaisir d'offrir. Bisous. Alors quand on a un peu de temps, Nico, on profite pour faire un petit tour, pour faire découvrir Cannes. Voilà, alors vous avez de magnifiques bancs datant de l'Art Nouveau. Est-ce qu'il est thermoformé? Ouais, il est quand même thermoformé celui-là, il est pas mal. Il a été moulé déjà, je pense. Qualité, il semble robuste. Hein. Mais il est pas. On est là pour tester les jeux, les produits. Allez. Il faut tester. Testons le banc. C'est de la merde. C'est un peu notre impression aujourd'hui, c'est de la merde quoi. Combien vous me donnez pour que je m'assoie dessus? Alors, on se pose la question, c'est que là tu nous dis ça, est-ce que tu ressembles à un pigeon? Est-ce que tu as quelque chose d'un pigeon quoi? Non, mais toi oui. Ah bon? Bah oui, parce que quand t'es sur un bateau et que tu tombes, bah tu roucoules, le roue coule.